Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé il y a un peu plus d'1 an une formation complète de plus d'1h20 totalement gratuite qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle a déjà été téléchargée plus de 1500 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau dans une semaine mouvementée. Je vais vous en parler un peu dans les news, mais en ce moment, avec la fin des bureaux, on n'arrête pas, on court dans tous les sens. Mais justement, quel bonheur là de se retrouver pour les 2 heures que je prends pour enregistrer ce podcast, où ça fait une pause en ce moment dans la course, ça fait du bien. Donc c'est à nouveau, avec une joie non contenue, un grand plaisir, vous connaissez, que je vous retrouve pour cet épisode. Et on va commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier Allo Tonton de la dernière quinzaine. Un grand merci à Clément, Maxime, Gérald, Aurélien, Marceau, Mouna, Cassandre, Vincent, Lucas et Olive. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes 5922 sur YouTube. Les 6000 approchent. Merci d'avoir joué le jeu sur Apple Podcast. On est à 495 notes. 5 notes des 500 notes sur Apple Podcast. Dites-vous que vraiment, c'est quelque chose qui est important et qui m'aide, parce que des fois je rigole, mais je subis sur les réels qui passent sur Insta, des touristes qui viennent me dire « Oui, tout ce que tu dis, c'est des mensonges ». Et à chaque fois, je rigole en leur disant « Va voir sur Apple Podcast et va voir, il y a des notes de partout, des notes 5 étoiles ». Il y a quand même des gens qui trouvent de la valeur dans ce que je raconte et c'est pour ça que c'est important aussi. C'est une forme de validation sociale pour tous les gens pour qui ce que je balance parfois est beaucoup trop violent, puisqu'on choisit sur une vie de liberté la responsabilité. Hein. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on est responsable de la suite qu'on va y donner. Et c'est ça qui permet aussi de montrer qu'il y a des gens pour qui ça fait du sens. Donc merci à vous, 2 notes de plus. Et merci à toi infiniment, David, pour ton gentil commentaire 5 étoiles. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur mon Instagram, sur mon seul et unique compte Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. N'hésitez pas à me rejoindre, je partage du contenu quand j'y pense. Non, je plaisante. Mais en ce moment, il y a toujours des réels qui sortent pour les podcasts, il y a toujours de l'activité sur le compte. J'avoue que depuis quelques semaines, mois maintenant, je suis un peu moins présent en story. Par contre, je réponds encore à tout le monde, même si je mets un petit peu de temps. Donc voilà, si vous voulez me contacter, c'est souvent le plus facile de le faire sur Instagram. Et si vous avez des questions, vous avez l'adresse mail d'une vie de liberté dans la description du podcast. Et encore une fois, merci à tous ceux qui like, qui commentent. C'est aussi vous qui faites vivre ce podcast. Et sans transition, je propose qu'on passe à la rubrique news. Et la première news de la semaine, on parlait d'Instagram justement. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous partagerai la semaine de Mastermind au surf. Voilà, cette semaine, on est à Biscarrosse et on va fêter le mois de juin d'ailleurs. Juin, c'est mon mois préféré de l'année. C'est juste avant les vacances, il fait beau. Biscarrosse, c'est super beau, donc voilà, je suis super content de faire ce mastermind. J'enregistre ce podcast quelques jours avant de partir. On va se passer une belle semaine. J'emmène cette fois-ci encore une fois de plus 20 investisseurs avec nous. Donc au programme du surf, des moments d'échange, des présentations aussi, voilà, vraiment du réseautage entre investisseurs. Une semaine à la cool. Donc voilà, si vous avez envie d'un peu de soleil, si vous avez envie d'un peu de surf, si vous avez envie de vous marrer avec nous,
rejoignez-moi sur Instagram, ça va sentir les vacances, ça va faire du bien et voilà, un mastermind que j'adore, c'est mon mastermind préféré, le surf, donc ça va être trop bien. 2e chose que je veux vous dire, mastermind Equinox avec Hello du 29 juin au 4 juillet. C'est notre mastermind autour du cheval où on va se retrouver en Auvergne une semaine dans une petite maison à la campagne. On va se recentrer autour de nos émotions justement. L'écoute de nos émotions, un mastermind où on va ralentir. Voilà, là pour le coup, c'est vraiment une coupure et l'après-midi, des ateliers autour du dev perso, autour de la PNL où, voilà, on apprendra, on va revenir sur le triangle d'équilibre, sur le tableau des besoins, on va revenir sur la lettre à l'univers, on va faire plein de choses ensemble, ça va être trop bien. On prend que 6 personnes, il y a déjà 4 places qui ont trouvé preneur, donc il reste 2 places. Si ça vous dit, c'est à la fin du mois maintenant que ça commence. Donc, si vous vous sentez un peu perdu, si l'année a été mouvementée, c'est peut-être l'occasion de nous rejoindre, de faire une pause et de venir avec nous pour passer cette belle semaine ensemble. Là aussi, vous avez le lien dans la bio. Autre news, c'est la formation Marchande bien. Elle arrive pour le 15 juin. Ça y est, on a tout terminé. C'est une formation qu'on a commencé de tourner au mois de février. Donc, ça nous a pris février, mars, avril, mai pour vraiment tourner toutes les vidéos, faire quelque chose de bien. Je vous en ai beaucoup parlé sur Une vie de liberté, donc je suis vraiment content. Là, ça sort, c'est même pas le 15 juin, pardon, c'est le 13 juin qu'elle arrive. C'est vendredi 13, donc c'est pas ce vendredi au moment où vous écoutez ce podcast, mais c'est le vendredi d'après. Voilà, donc c'est le résultat de plusieurs mois de travail pour vraiment faire quelque chose de bien. Il y a plus de 9 heures de contenu dans cette formation, dont 7h30 de contenu complètement inédit. J'ai repris seulement quelques vidéos de l'ancienne formation parce que il y a des choses que je voulais pas laisser, enfin de la formation qui était division foncière. Là, c'est une formation marchand de biens au sens large, donc ça parle de division foncière, mais aussi, surtout et beaucoup de marchand de biens. On s'est adjoint les services de notre ami Mika, Objectif Vivre Libre sur les réseaux, qui est un pote avec qui on avait envie de partager, envie de faire cette formation. Donc on a filmé des opérations de Mika, on a filmé des opérations de marchand de biens à nous, on a filmé des opérations de division foncière. C'est hyper complet, c'est la formation qu'on aurait voulu avoir quand on a débuté, on l'a vraiment pensé comme ça. Et quand je vois, mais je vous ferai un vlog, vous verrez, sur Une vie de liberté, il y a un vlog qui sort la semaine prochaine. On va en discuter de tout ça. Mais je pense que on tombe dans ce momentum-là, parce que nous, on est marchand de biens depuis 2019. J'avais commencé, moi, sur une première opération perso en 2018. Mais sinon, on est marchand de biens en société depuis 2019, donc ça fait plus de 6 ans maintenant. Et là, c'est le momentum des formateurs immobiliers sur le marchand de biens, où vous avez sûrement été ciblé, inondé de publicité, où on vous vend de faire ça en résidence principale, sans apport, en étant au SMIC, en étant tout ce que vous voulez. Nous, je dis pas qu'on prend le contre-pied complet, mais pas loin, parce qu'en fait, on vous enseigne un métier, le métier qu'on pratique. On n'a pas la prétention de vous apprendre absolument tout. Par contre, on va vous partager toute notre expérience dans la formation. En tout, il y a plus de 20 de nos opérations qui sont filmées, où ça vous fait du retour d'expérience quand vous commencez. Et c'est ça qui était important pour nous. On vous enseigne vraiment ça comme un métier. Pour nous, on le voit pas autrement. Bien sûr qu'on peut faire des gros coups en marchand de biens, et c'est le but. Et nous aussi, on est content quand on fait des gros coups, mais on veut toujours que ce soit réalisé dans l'exercice du métier. Là, on vous explique de le faire en RP, que vous pouvez le faire sans apport. Enfin, c'est pour moi, c'est des trucs, c'est fallacieux. C'est gagne petit, en fait, c'est à la petite semaine. On vous apprend à faire des coups, on vous apprend pas un métier. Et nous, c'est tout le contraire. Donc voilà, donc il y a 9 heures de contenu. C'est une formation qui sera vendue un petit peu moins de 1 000 €. On fera 20% de réduction, donc à partir du 13, je vais regarder les dates en même temps, mais à partir du 13 juin, du vendredi 13 jusqu'au dimanche 22, jusqu'à dimanche soir 22, il y aura moins 20%, donc ça laissera la formation à un peu moins de 800 €. On pourra aussi la régler en plusieurs fois. Et voilà, donc on en est très, très, très fiers, vraiment très contents. C'est un aboutissement parce que, ouais, on se rend pas compte des fois, mais tourner ce genre de formation, synthétiser ses connaissances, surtout moi, j'ai plus l'habitude des réseaux de parler sur derrière une caméra avec
avec l'habitude. Ben, ça va de plus en plus, mais voilà, Mika, lui, il a une présence sur les réseaux comme beaucoup de gens avec son Insta, mais où il partage un petit peu ce qu'il fait, mais voilà, il avait jamais fait de formation en ligne, toutes ces choses-là. Donc c'est des choses qui demandent du temps et on est aussi très fiers d'aller chercher des expertises de vraies personnes de terrain, d'être allé chercher sa compétence pour partager dans cette OP. On vous ouvre les portes de nos boîtes. On vous montre tout, que ce soit les prix d'achat, les prix de revente, la technique, les travaux, combien ça nous a coûté, combien on a fait de marge. Les fois où on a beaucoup gagné d'argent, les fois où on n'en a pas gagné du tout, voire presque un peu perdu. C'est arrivé sur une OP, on n'a pas perdu, mais on finit à zéro. Pour que vous ne fassiez pas ces erreurs, on vous montre tout. Donc on en est très content. Voilà, j'ai hâte que ça sorte maintenant, ça nous fera vraiment plaisir. Et justement, le mastermind aussi a cartonné. La première édition aura lieu dans un tout petit mois, 26 et 27 juin, dans nos bureaux. Et c'est aussi pour ça que je peux en faire une petite pause là, où je m'arrache la tête. Mon Dieu, ces bureaux, ça nous aura bien occupés. Ça nous aura vraiment bien occupés. Parce qu'il y a un moment, il faut bien mettre une deadline. Je tenais absolument à ce qu'on fasse le mastermind dans les bureaux. Et on le sait, tous les chantiers, ça prend tout le temps du retard. Là, on a eu un peu des soucis de commande, de choses comme ça. Donc, en dehors des podcasts, du marchand de biens et du reste, je passe mon temps à courir après les fournisseurs, à appeler On a une maître d'œuvre qui est super pour notre chantier, qui gère très très bien. En tout cas pour l'intérieur de la cellule, sur la partie extérieure, ça a été plus difficile. Moi qui suis un ancien des travaux publics, j'ai de la déformation professionnelle, je pense aussi sur la qualité des travaux, donc j'ai été tatillon et chiant. Voilà. Donc ouais, j'ai montré le côté exigeant de Tonton Mindset et je trouve que c'est important aussi voilà, d'avoir un résultat pour ces bureaux et pour en tout cas cet ouvrage qui est à la hauteur. Ça a été un peu plus compliqué que prévu, donc ça m'a bien occupé, mais on pourra vous accueillir les 26 et 27 juin pour le mastermind. On sera très heureux de ça. Et devant la demande de folie, cette année, on sent qu'il y a un vrai engouement pour le marchand de biens. Je pense que toutes ces pubs dont je parlais, elles y sont pas. C'est pas anodin non plus, hein. Il y a du momentum. Voilà, nous, on va en tout cas essayer de vous le montrer à notre sauce et avec ce qu'on sait faire. Donc voilà, on vous vend pas des villas à Dubaï, vous allez faire des millions. On vous vend ce qu'on fait, c'est-à-dire du marchand de biens dans des petites villes de campagne, mais où vous pourrez très très bien gagner votre vie, hein. Nous, on fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis des années. Un peu moins en 2024 parce que, comme pour tout le monde, l'année a été plus compliquée. Ça non plus, on le cache pas. On dit tout. Mais voilà, on a fait sur les 6 ans, toutes les autres années, on a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des marges supérieures à entre 30 et 40%. Donc ça fait des beaux résultats quand on est deux. Ça permet de bien vivre, de largement se payer et d'avoir une bonne vie. Et en plus, nous, on le voit vraiment comme un métier de liberté. C'est-à-dire que ça nous occupe à peu près la moitié du temps, le marchand de biens. Le reste est dédié à toutes nos autres activités, nos sociétés foncières, tout le reste. Donc voilà, celui qui a envie vraiment d'appuyer sur le bouton et de faire ça à plein temps, marchand de biens, c'est un métier où on peut gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, et face à la demande, on a mis 2 nouvelles dates, donc les 11 et 12 décembre pour le prochain Mastermind Marchand de biens. C'est déjà disponible, vous avez les liens dans la bio. Et il y a déjà 5 places qui sont parties, donc vraiment, on vous remercie infiniment de votre confiance, ça fait vraiment trop plaisir. Et pour tous ceux qui voudraient venir au Mastermind Marchand de biens, vous avez la nouvelle formation qui est incluse dans le prix de la place. Quelque chose qui a rien à voir, mais je veux faire un gros merci à Clément cette semaine dans le podcast, parce que Clément, il a eu une vraiment très gentille attention pour moi. Clément, c'est un participant de la parenthèse indépendance qu'on a rencontré sur ce Mastermind, qui est vigneron dans le Bugey, qui a monté aussi une société de thé qui s'appelle Confidentialité, du thé de luxe. C'est passionnant, son aventure entrepreneuriale, c'est incroyable. Et c'est quelqu'un qui cartonne, qui est aussi marchand de biens, qui encore quelqu'un qui s'ennuie comme moi. Voilà. Mais on avait beaucoup parlé d'une BD de Picsou. Il sait que voilà, j'aime bien Picsou, je l'ai derrière moi dans le décor de podcast. On l'a en affiche dans les bureaux. C'est pas un modèle, mais c'est quelqu'un qui est parti de rien. C'est un personnage fictif. Bien, je sais que Picsou n'existe pas. Détendez-vous. C'est un personnage fictif, mais qui symbolise
la création de richesse en partant de rien. C'est un vrai Auvergnat, Picsou, voilà, c'est c'est un sou est un sou. On se reconnaît aussi là-dedans. Vrai reconnaissent vrai, on va pas se mentir. Donc voilà, je suis pas radin pour tout. Je suis pas radin, c'est pas le mot, mais j'aime bien que mon argent parte au bon endroit. Qu'il y a des choses où je vais pas du tout l'être, pour des cadeaux, pour tout, et il y a des choses où je vais l'être un peu plus, quoi. Voilà, donc voilà, et puis surtout l'investissement avant tout. Et Clément m'a envoyé une BD qu'avait son fils qui raconte comment Picsou a fait ses millions. Donc il y a une histoire par million, comment il a fait son premier million, son deuxième million, son troisième million. Je suis en train de lire la BD, je lui la rendrai après parce que c'est la sienne, hein. Mais en tout cas, si ça donc je voulais le remercier pour cette gentille attention. Et si ça vous dit, je pourrais vous faire un épisode de podcast sur cette BD. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 10 millions et donc il y a 10 leçons à chaque fois. Et on pourrait faire un podcast où je vous raconte plus ou moins les histoires et je vous donne les 10 leçons de Picsou sur comment il a fait ses 10 premiers millions. Dites-moi si ça vous plairait. Moi, en tout cas, c'est le genre de podcast qui me ferait kiffer. Donc voilà. Et si vous arrivez à trouver cette BD, elle est toute cornée. Elle s'échange sur le Bon Coin à 100 balles, je crois. Donc voilà, je fais très attention, Clément. Quand je la lis, je suis dans mon canapé, je bois pas mon café à côté et je tiens toutes les tasses loin de la BD. Donc en tout cas, merci à toi. J'ai encore quelques petites bricoles à vous dire. Mastermind Trail à la montagne du 10 au 12 septembre, c'est complet. Merci beaucoup à tous de votre confiance. Ben était ravi. Je suis en train de me remettre à la course à pied en ce moment, puisque le 22 juin, je fais mon premier Irox en duo avec mon cousin, pas Ben, un autre cousin. Donc, je vais me taper 8 bornes de course avec tous les exercices de muscu au milieu. Donc, ça va être quelque chose, mais j'en profite pour recourir pour être au top pour ce mastermind. Donc, on sera très, très content. Rapidement, parenthèse indépendance du 22 au 24 octobre, il reste 6 places. Je vous refais pas le topo sur la parenthèse, vous savez ce que c'est. Mastermind moto avec les gentlemen investisseurs du 22 au 28 septembre, il nous reste 7 places. On fait 3 pays, on fait la France, la Suisse, l'Italie. Ça va être passionnant ce mastermind. J'ai trop hâte, donc il reste 7 places. Pour Race and Business, notre mastermind autour de la course automobile à Alès du 8 au 10 octobre, il reste 3 places. Donc voilà, là aussi, Race and Business Ultimate. J'en ai encore parlé avec un copain qui est amoureux de sport automobile. C'est fou les sensations que ça peut nous procurer. Là, on va être sur le circuit vitesse d'Alès en Fun Cup, sur des vraies voitures de course qui sont pas homologuées pour la route, qui sont faites que pour le circuit. Et à chaque fois, les émotions que ça procure, c'est complètement fou là. J'en reparle encore, mais enfin, je suis en train de finir. On finit ces bureaux où on va pouvoir mettre nos voitures dedans, profiter tous les jours, passer devant, les voir, évoluer autour. Quand on aime ça, c'est fantastique. Donc voilà, si vous avez envie de partager cette passion du sport auto avec nous, vraiment rejoignez-nous. Je sais que c'est le mastermind qui est le plus cher parce que le sport auto, ça coûte cher. Mais voilà, avec tout le côté business, réseautage, les présentations qu'on fait, c'est vraiment justifié de le passer sur une société. Donc si vous avez une société, que vous avez gagné un peu d'argent cette année, rejoignez-nous, vous récupérez la TVA et vous allez venir kiffer autour du sport auto. J'ai encore deux petites choses à vous dire. Je voulais vous remercier tous infiniment de votre confiance pour la formation Crypto Investor. Parce que voilà, on a sorti cette formation en partenariat avec CryptoSword, notre ami qui reste anonyme. Et c'est pas évident quand déjà on vous propose quelque chose qui est une formation qu'on fait pas nous, où on est allé chercher la compétence chez quelqu'un d'autre parce que c'est une compétence qu'on n'a pas. Donc merci pour la confiance que vous avez accordée à CryptoSword. De le faire avec quelqu'un qui masque, qui garde son identité pour des raisons qui sont bien logiques, vous l'aurez compris, c'est chouette aussi que vous nous fassiez confiance parce que la formation a eu beaucoup de succès. Donc merci à tous. On refera une promo habituelle. Je voulais pas la faire cette année parce que je me suis dit, voilà, on a sorti la formation, on a envoyé quand même beaucoup de mails. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Forcément, vous vous doutez, si on fait des podcasts, des choses comme ça, c'est quand même du temps. Donc, on est content que ce soit monétisé. Et quand vous venez, quand vous nous prenez une formation, c'est une façon de soutenir aussi notre travail. Donc, bien sûr qu'on est content de faire des ventes. Mais je veux pas non plus spammer tout le monde avec des tonnes de mails. Donc, je m'étais dit, on fera la promo que pour le Black Friday, comme on fait habituellement. Habituellement, on le fait 2 fois par an et une fois au 14 juillet. Et là, j'ai plein de gens qui m'ont écrit, qui ont parfois des budgets un peu plus serrés et on le comprend totalement. C'est aussi pour ça qu'on essaye de garder à chaque fois des prix contenus pour les formations, pour tout ce qu'on fait.
et qui m'ont dit: «Ben, voilà, je voulais te prendre un pack, 6 formations sur Nouveau Départ» ou alors: «J'ai trop envie de faire bourse exponentielle, mais voilà, je compte tout, je vais faire des DCA à 50 € par mois». Pour moi, 50 € c'est beaucoup, et j'ai des gens jeunes qui m'écoutent sur Une vie de liberté, des gens qui m'écrivent des fois qui ont 18-19 ans, qui sont encore étudiants ou qui sont des gens qui m'ont écrit encore récemment, qui sont en école d'ingénieur, qui voilà, pour qui, 50 balles, c'est beaucoup d'argent et qui m'ont dit: «Est-ce que le 14 juillet, tu feras la promo?» Donc oui, bien sûr, je ferai la promo. Donc voilà, si vous avez envie de prendre des formations à partir de maintenant, attendez, 1 mois et demi, jusqu'au 14 juillet. Je sais pas quand ça tombe, je vais reprendre mon agenda magique, pour vous le dire. Mais ça va tomber quand? Ouais, le 14 juillet, c'est un lundi, donc ça sera soit le week-end du 12-13 juillet, soit le week-end du 19-20 juillet, où on fera cette promo qu'on fait habituellement sur absolument toutes les formations. Parce qu'à chaque fois, bah, ça vous plaît, vous êtes content et voilà. Et c'est sûr que ça fait des mails, ça fait du spam et pour ceux qui ont pris des formations, ils en ont marre. Mais voilà, bah, en tout cas pour tous ceux qui veulent prendre une formation, c'est une bonne occasion et Crypto Investor sera de nouveau en promo pour ce week-end-là. Donc pour tous ceux qui l'ont raté, ce sera l'occasion d'en profiter. Et justement, je vais clôturer un petit peu ces news en vous parlant de crypto, où je suis dans mon arc crypto. Vous savez ce qu'on dit pour les Marvel, l'arc Thanos, l'arc... Bah moi, je suis dans mon arc crypto en ce moment. J'ai investi en crypto depuis 2017. Et j'ai l'impression que c'est seulement cette année, en faisant la formation Crypto Investor, la formation de CryptoSword, que j'ai compris vraiment ce qu'était Bitcoin, que j'ai compris la liberté que ça allait nous apporter et à quel point c'est incroyable quoi, dans un monde où les banques centrales régissent l'émission de monnaie, hein, la Banque centrale européenne pour l'euro, la Fed pour le dollar, et où ils peuvent appuyer sur un bouton et créer de l'argent à partir de rien. En cela, même Bitcoin est supérieur à l'or parce que l'or, aujourd'hui, on a peut-être miné, je crois, dans mes recherches, j'ai vu 2 à 3% de l'or mondial. Il y a encore 97% de l'or mondial qui est dans la Terre, mais il y a aussi de l'or sur la Lune, il y a aussi de l'or sur Mars, il y a aussi de l'or dans des météorites. Donc le stock d'or, d'une certaine façon, n'est pas fini. Alors que Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions plus. Enfin, si on enlève tous ceux qui se sont perdus, c'est peut-être plutôt 18 ou 19 millions. Aujourd'hui, avec des plateformes comme, j'ai pas de partenariat avec Kraken, mais des plateformes comme Kraken ou une clé Ledger, si vous faites suffisamment confiance pour le faire pour vous, vous pouvez vraiment sécuriser vos cryptos, sécuriser vos actifs. Des plateformes comme Kraken ou Coinbase, elles sont vraiment en train de se transformer en néobanque, plus ou moins, avec le temps, où la sécurité est ultra renforcée et ça devient un véritable actif où, à mon sens, attention, not financial advice, ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, bien entendu, mais où à une époque, pour moi, Bitcoin était comme un actif à avoir dans son portefeuille au même titre que l'or. Aujourd'hui, je pense qu'il peut prendre, à mon sens, je vais parler pour moi, il doit prendre une place plus importante. On voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui investissent leur trésorerie en Bitcoin. Et pourquoi aussi c'est intéressant quand on le fait en société, ça c'est des choses qu'on voit dans Finance Business Expert. Mais si vous investissez en ETF en société, chaque année que vous ayez vendu ou pas, vous payez l'impôt sur la plus-value latente que vous avez réalisée. En société, c'est pas le cas en crypto. Tant que vous n'avez pas vendu, tant que vous n'êtes pas repassé en fiat, la plus-value, vous ne la payez pas. Donc c'est hyper intéressant de faire de la trésorerie Bitcoin sur sa société. Bien sûr, c'est beaucoup plus volatile, il faut savoir ce qu'on fait, mais ça se prête énormément au DCA sur société. Et aussi, on a trop tendance à penser à cause de ça, en se disant Bitcoin, ce sera une mode, il faut que j'ai fait et la crypto en général, j'ai fait mon x2, x5, x10, x100 avant tout le monde et puis jeter mes cryptos, les dumper sur la gueule des autres en me disant bah, moi je vais gagner mon argent. Aujourd'hui, c'est un actif vraiment dans lequel je crois et j'ai eu la chance de vivre le cycle de 2017, celui de 2021 et aujourd'hui de vivre celui de 2025 et on dit toujours qu'il faut 3 cycles en crypto pour gagner de l'argent. Bah, moi, j'ai eu la chance en 2017 de faire un x2 sur ce que j'avais investi. J'ai fait quasiment x2,5 en 2021. Donc je m'en suis bien sorti. Et là, sur ce cycle, je suis bien positionné aussi. J'arrête de donner des multiples. Mais l'idée, c'est quand on a une réflexion sur plusieurs cycles, sur un cycle, on peut se toller ou avoir le sentiment que bah, là, Bitcoin a fait sur ce cycle-là
On vient quand même de 15 000 $ pour le plus bas. On est à presque 115 000 $, donc on a fait un fois 6, fois 7. Ben, c'est pas parce que Bitcoin a fait fois 6 ou fois 7 que sur vos portefeuilles, vous êtes à fois 6 ou fois 7. Parce qu'on chope rarement le plus bas, on vend rarement au plus haut. Donc sur un cycle, on peut être déçu, mais en fait, quand on arrive à surfer sur plusieurs cycles, c'est là où on peut faire des choses qui peuvent être énormes. Et derrière, la souveraineté, la liberté que ça nous donne quand on voit que les banques centrales européennes réfléchissent à des monnaies numériques de banques centrales, ou c'est des monnaies qui seront programmables avec peut-être, pourquoi pas, une date de péremption sur l'argent. Pourquoi pas des euros qui peuvent se dépenser que dans certaines dépenses. On pourrait pas prendre de billets d'avion ou de choses comme ça, par exemple. Donc, faut vraiment avoir ça en tête, que l'avenir qu'on nous prépare, je veux pas faire flipper. Je dis pas que ça va arriver à 100%, mais c'est une probabilité que ça arrive, qu'il y ait de plus en plus de contrôle sur les monnaies, sur nos moyens de dépenser notre argent. Et en cela, Bitcoin représente vraiment une alternative pour retrouver la liberté avec son argent. Donc c'est vraiment à considérer. Je vous encourage tous à vous documenter dessus. J'en ai discuté récemment avec un pote, il y a pas longtemps, qui me disait: «Ah, ça repose sur rien. S'il y a plus internet, ça vaut plus rien du tout». Ceci dit, s'il y a plus internet, nos comptes en banque ne valent plus rien du tout, hein. Aujourd'hui, l'argent liquide, il y en a presque plus. L'argent qu'on a, les euros, c'est des chiffres sur une appli, donc ça s'applique aussi pour l'euro, et pour le dollar. Donc faut vraiment, augmenter sa culture, et ça, vous pouvez le faire que tout seul pour forger votre conviction. On peut faire confiance à tonton, on peut faire confiance à des gens et acheter un peu, mais tant que vous ne saurez pas aller faire vos propres recherches, pardon, et que vous aurez pas forgé votre propre conviction, vous ne reprendrez pas complètement votre souveraineté sur vos investissements, sur la façon dont vous voulez le meilleur pour votre avenir, pour votre argent. Donc, je vous invite tous à faire vos devoirs. Voilà. C'est très important à travailler de votre côté sur votre compréhension de tout ça. Mais, je pense qu'on vit une époque où il y a ce genre d'opportunités, faut pas passer à côté. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Merci à tous pour ces news. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Allô Tonton numéro 11, et aujourd'hui ce sera Allô Tonton 12. On les enchaîne. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire, hein, en commentaire, si ça vous plaît ou si ça vous lasse. Ne vous inquiétez pas, bientôt on reprendra des épisodes plus classiques où je vais développer autour de sujets. J'ai plein d'idées, hein. Vous avez vu, j'ai cette idée de podcast sur Picsou. J'ai toujours l'idée de mon podcast sur la foi. J'en ai une ribambelle. Donc, on fera ça. Mais c'est aussi en ce moment, dans cette période où c'est un peu speed, c'est cool parce que c'est des épisodes qui me demandent aussi un petit peu moins de préparation, et je suis plus spontané. Donc, moi, j'adore aussi alterner avec ce genre d'épisode où voilà, je peux plus me laisser aller derrière le micro, être plus naturel. Vous me direz si ça vous plaît. Mais j'ai besoin de vos retours pour ça. Voilà. Donc, c'est aussi votre podcast, hein. Moi, je le délivre. Après, voilà, c'est vous qui l'écoutez. Et donc, vous en faites partie intégrante. C'est aussi pour ça qu'il y a le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, que je vous fais participer avec vos questions. Et j'ai reçu tellement de questions que je voulais pas trop faire attendre les gens. C'est pour ça qu'on a enchaîné un petit peu ces podcasts. Donc, on va prendre 3 messages. On a un retour d'Aurélien. Aurélien qui me dit: «Comme je peux comprendre l'émotion pour ta voiture. Étant fan de haute horlogerie, j'ai pu essayer des garde-temps d'exception, et lorsque j'avais ces montres à mon poignet, j'étais tremblant, transpirant, tellement la passion est forte.» Et moi, souvent, quand je vois une personne dans une belle auto ou qui a une montre de luxe, j'enclenche souvent la discussion ou fais un signe pour féliciter la personne, et à chaque fois, la personne me répond avec enthousiasme, ou soit la personne pète une accélération, ou on échange quelques secondes. Ah oui, c'est là où je voulais, pourquoi j'ai voulu lire ton message, parce que peu importe la passion qu'on a dans la vie, pour certains, ça peut être les voitures, pour d'autres, ça peut être les montres, pour d'autres, ça peut être les balades en nature, les voyages. C'est fantastique quand on a la chance de vivre sa passion. Faut pas s'en priver, je pense, et faut mettre notre argent là où c'est important pour nous. Si on n'en a rien à faire des voitures, rien à faire des montres, faut vraiment pas mettre son argent là-dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé les montres à une époque. Aujourd'hui, je m'en suis un peu plus éloigné avec le temps. Je dis pas que ça reviendra pas, mais voilà, les voitures, ça, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Les voitures, les voyages, et à chaque fois, faut pas hésiter à aller entamer la discussion avec les gens sur les voitures. Une fois, sur un
rassemblement auto, j'étais tombé sur quelqu'un d'un peu imbu de sa personne qui était pas très agréable. Mais on va dire que c'est vraiment l'exception qui confirme la règle parce que la plupart du temps, on va tomber sur des passionnés, des gens qui ont envie de partager. Là, j'étais avec un copain, il y a pas si longtemps qui a une belle collection de voitures et la façon dont il en parle, c'est quelqu'un qui a presque la soixantaine maintenant, donc il a eu le temps d'avoir une belle réussite professionnelle et d'avoir pas mal de modèles et c'est quelqu'un qui respecte, toutes les voitures que ce soit d'un Youngtimer à une Mégane RS, à une Lamborghini. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est là pour, l'argent, c'est quelqu'un qui est là pour la passion et je trouve ça fantastique. Donc merci à toi Aurélien pour ton message et n'hésitez pas à parler quand vous êtes passionné, entre passionnés, entamer la discussion. C'est toujours, je pense que c'est toujours une bonne chose de le faire. On a un message de Cassandre. Cassandre qui nous dit: «Voilà mes idées pour Maxime». Donc Maxime, c'était, notre auditeur qui se posait la question dans le dernier podcast d'Allo Tonton, si, il devait, charbonner comme un fou pendant sa vingtaine pour après vivre sa liberté ou commencer à vivre sa liberté dès maintenant et charbonner un peu plus tard. Et Cassandre, elle nous dit: «Bah, voilà mes idées. Maxime, interdis-toi d'ajouter de nouveaux inputs à ta to-do list. Priorise, là selon tes objectifs boulot, famille, sport, invest, fun. Je t'invite même à te poser papier-crayon à faire une nouvelle liste. Tu vas te rendre compte que 30 trucs ne sont vraiment pas des priorités. Indice, première entrée de la nouvelle liste, engager une femme de ménage». Et j'ai voulu lire ton message, Cassandre, parce que c'est quelque chose que que j'aime bien. Il y a 2 idées dedans. L'idée de repartir de zéro, ça c'est super bien. Récemment, j'ai refait ma lettre à l'univers et justement, j'avais l'habitude de reprendre l'ancienne à chaque fois et là, je me suis dit: «Non, non, non, repars de zéro en fait». Parce que si tu reprends l'ancienne, il y a peut-être des trucs que tu vas dire: «Ah oui, ça j'y pensais plus, tiens, je vais le remettre». Et je suis reparti d'une feuille blanche. Donc lettre à l'univers, c'est quelque chose j'ai tiré ça de Napoleon Hill. On a même fait une formation sur, Nouveau Départ de la lettre à l'univers. C'est quelque chose qu'on fait à chaque fois à la parenthèse indépendance. Je vous ai même fait un podcast là-dessus sur Une vie de liberté. Donc c'est, c'est tiré du livre de Napoleon Hill de Réfléchissez et devenez riche. Il y a plusieurs paragraphes, qu'on va réciter. Il y a un paragraphe au milieu où dedans on va dire ce qu'on veut voir arriver dans sa vie dans les 2-3 prochaines années. Pour moi, ça a été un truc de fou parce que quand je m'amuse à relire mes lettres à l'univers qui ont 5 ans, 6 ans, j'ai explosé tous les objectifs qu'il y avait dedans. Donc c'est souvent rigolo et enfin souvent rigolo, souvent plutôt fascinant et quand j'ai refait ma lettre à l'univers, en repartant de zéro, j'ai repris l'ancienne après, je me suis dit: «Ah oui, mais en fait, elle a pas rien à voir». Mais il y a plein de trucs que j'avais mis dedans qu'en fait j'ai pas remis et j'ai l'impression que plus j'avance, plus, moins c'est une lettre au Père Noël, plus c'est quelques objectifs assez clairs, donc je trouve ça cool. Donc bah, je t'encourage vraiment à suivre le conseil de Cassandre, Maxime et à repartir de zéro pour cette nouvelle liste et tu verras qu'il y a des choses que tu as oublié de marquer et est-ce qu'elles étaient vraiment importantes? Ça, c'est pas mal et ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté, minimaliste où, moi j'ai longtemps fait ça et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Quand il y a un objet qui entre dans ma vie, il y en a un qui doit en sortir. Alors vous allez me dire: «Je l'ai pas fait pour les voitures». Parce que j'ai gardé la précédente, mais voilà, il y a quelques trucs qui doivent rester des exceptions. Mais, mais par contre, en ce qui concerne tout ce qui est mes outils de travail, que ce soit mon ordi, mon téléphone, si je fais entrer un nouveau téléphone, je vais vendre l'ancien. Si je fais entrer un nouvel ordinateur, je vais vendre l'ancien ou je vais le donner à quelqu'un qui en a besoin. Si je fais entrer un nouveau micro, j'en donne un. Si je fais entrer un nouveau casque, je donne l'ancien, pour ne pas accumuler des tonnes de trucs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, que je fais aussi pour mes vêtements. Si, je fais rentrer des nouveaux vêtements, bah, je vais en enlever. Et ça peut vraiment aller pour ta to-do list. Si tu as une nouvelle idée, quelque chose que tu as vraiment envie de réaliser pour le coup, bah, regarde dans ta liste s'il y a pas quelque chose que tu dois tout simplement enlever et qui, pourquoi pas, reviendra peut-être plus tard, hein, ou pas. Mais, je pense que c'est un très bon conseil. Donc merci beaucoup à toi Cassandre pour ce conseil pour Maxime. Et on va prendre un dernier message de Maxime. Maxime qui me dit: «Bon, je reviens une nouvelle fois sur YouTube pour te redire encore une fois bravo pour ta nouvelle voiture, quel magnifique accomplissement» et je pense toujours à un mindset typique américain
où tu roules en Ferrari en France, on se dit mais quel salaud de riche, et tu roules en Ferrari aux US où on se dit mais quel business fait-il pour que je m'en inspire. Et ça, je vous en ai parlé dans le dernier podcast d'une vie de liberté sur ce mindset, justement ce mindset bien français. Et j'en rigolais avec des potes il y a pas longtemps, on a une soirée, et ils me disaient mais toi, quand sur ton épitaphe, sur ta tombe, ce sera marqué toute sa vie il a combattu le communisme. Et je rigole parce que je sais que en tant que Français, c'est tellement pas facile. On a tellement été bercés avec ça, avec l'État prendra soin de nous pour la retraite. Pour mon logement étudiant, j'ai la CAF, je vais avoir la prime à l'emploi. Tant que j'ai pas de boulot, je vais gratter le RSA. On a été élevés par des profs à l'école qui étaient tous socialo-communistes pour la plupart, où on nous a vanté les vertus, les grands mérites du collectivisme, de tout collectiviser. Et moi, j'ai plein de choses dans la vie qui m'ont montré que c'était pas la solution pour tout, hein. Tout simplement, hein, quand j'avais mon entreprise de travaux publics, hein, quelque chose de tout bête, mais les fourgons de chantier étaient attitrés par équipe. Chaque fourgon qui était attitré était toujours bien tenu. Et quand j'avais un fourgon qui tournait entre les équipes, c'était une poubelle. Parce que dès que c'est pas à soi, dès qu'on peut faire accuser quelqu'un d'autre, tout le monde s'en fout. Et pour la santé, c'est la même chose. Si on nous rendait tout notre argent et qu'on payait chacun pour notre propre santé et qu'on payait des assurances en fonction de notre santé, je pense qu'il y a des gens qui, pour payer moins cher, arrêteraient de fumer, arrêteraient de boire, se mettraient au sport, feraient attention à ce qu'ils mangent et le coût global de la santé descendrait. Là, comme ça te coûte rien, et que tu payes pas en fonction de comment tu vis, il y a des gens, je stigmatise personne encore une fois, mais il y a des gens qui vont picoler, manger n'importe comment, fumer, boire, en se disant de toute façon, la santé est gratuite, si je suis malade, on me soignera. Et ça, ce mindset-là, c'est le mindset qui fait chuter le niveau global, vraiment, quand on est comme ça. Quand on pense comme ça, en se disant: «Je me repose sur les autres, et les autres payeront pour moi», c'est pas bon, quoi. Et cette philosophie, elle, je trouve qu'elle nous plombe, et à notre niveau, on peut tous la faire changer. Et je sais que c'est difficile quand on est français. C'est pour ça que je le dis avec toujours beaucoup de bienveillance. Mais quand je vois des gens qui ont encore du mindset, ou qui pensent que plus de collectivisme nous sauvera, ou qui sont convaincus de vivre dans un enfer néolibéral, la France aujourd'hui, elle nous taxe à hauteur de plus de 60% du PIB. C'est des niveaux qu'ont même pas atteint l'URSS à l'époque. Donc de la taxation, il y en a plus qu'il y en aura jamais nulle part ailleurs. On est le pays juste le plus taxé au monde. C'est là aussi où il y a le plus de redistribution, et on voit que ça marche pas. On arrive au bout et on résoudra pas ce problème par encore plus de la même chose. Et le dernier truc là-dedans, pour revenir sur le message de Maxime qui dit tu vois quelqu'un qui a de l'argent en France, tu dis quel salaud de riche, alors que le gars, il a construit ça avec le tiers de la fortune qu'il a bâtie, puisque les 2 autres tiers, il les a donnés à l'État. Et cette année, nous, on a encore donné beaucoup d'impôts. Et des fois, c'est sûr qu'on a du mal à entendre quelqu'un qui va te dire: «Mais t'es un égoïste», alors que toi, t'as donné 3 fois son salaire annuel juste en impôts cette année. Donc, bien sûr que ça fait mal. Mais au-delà de ça, c'est la mentalité qu'il y a derrière qui me fait de la peine. Pas de la peine dans le sens, tu fais pitié, mais qui me fait de la peine parce qu'elle condamne à subir. Là, il y a encore pas très longtemps, sur un de mes réels, il y avait des commentaires en disant: «Oui, tu défends les riches, mais Bernard Arnault, c'est le diable, il a pris toute la richesse, blablabla. Nous, on peut plus rien faire». Et en fait, on est piégé. Donc d'un côté, quand on croit à ce discours, ça veut dire, il y a moi, je suis gentil, il y a des méchants, les méchants, ils ont pris tout l'argent, et en fait, je peux rien faire. Donc qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste comme option? Faire quoi? Regarder Netflix, ne pas investir, ne rien faire du tout, subir notre vie, et se dire qu'on est condamné à vivre de l'échec? Et c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui se rendent pas compte que dans d'autres pays du monde, il y a un autre mindset, il y a une autre philosophie, et que tout est possible, et qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avancer. Et en France aussi, moi j'en suis la preuve vivante, hein. J'ai réussi malgré cette taxation, malgré tout ça. On peut le faire, on peut avancer. Et de l'autre côté, ce mindset de dire: quoi qu'il arrive, tu peux avancer, même en France, même avec la taxation lourde qu'il y a, tu iras toujours
plus loin que quelqu'un qui reste assis et qui fait rien. Tu peux accumuler de la richesse, tu peux améliorer ta vie, tu peux t'offrir une retraite plutôt que les autres, tu peux t'offrir une vie meilleure. Faut juste se dire, ok, c'est peut-être pas le pays où c'est le plus facile au monde. Oui, il y a peut-être des gens qui sont ultra riches et qui ne deviendront plus jamais pauvres parce qu'ils ont plein de leviers d'optimisation. Mais qu'est-ce que ça a comme impact sur ma vie à moi? Aucun, en fait. Je suis souverain. Je peux décider d'investir, je peux décider d'avancer à mon échelle. Et cette philosophie-là, elle te redonne ton pouvoir, elle te redonne ta souveraineté et elle te permet d'avancer et d'améliorer ta vie petit à petit. Et je le dis encore avec bienveillance parce que quand je vois le genre de commentaires de ce gars, quand on est tellement loin, quand on vit un peu des aides sociales, on n'a peut-être pas eu la meilleure vie, ça nous paraît tellement loin, les marches, elles sont tellement loin. Mais il peut pas y avoir de truc magique qui se passe, un overnight miracle, un truc, où dans la nuit, il y a eu un coup de baguette magique et tout s'est amélioré. Ça peut être qu'une affaire de processus et de s'améliorer de 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Et en fait, c'est quand on se retourne sur son passé, qu'on regarde tout ce qu'on a fait, où on se dit: «Ouais, effectivement, je me suis amélioré d'1% à chaque fois. Sur le long terme, j'ai fait un gap énorme, mais d'une journée sur l'autre, je voyais pas les efforts». Et c'est ça aussi, c'est toujours cette histoire d'exponentielle qui prend du temps. Mais dites-vous, chaque fois que quelqu'un va vous dire: «C'est mort, c'est trop capitaliste, c'est trop néolibéral, les riches ont pris tout l'argent, on peut rien faire», et d'essayer de résoudre ça par encore plus de collectivisme, on sait ça où ça mène. Et ça mène à une philosophie victimaire où, encore une fois, on se repose sur les autres en disant: on va taxer lui parce qu'il a trop d'argent et ça va me le donner à moi et ça va m'améliorer ma vie». C'est encore croire à des fausses promesses, alors que vous pouvez reprendre votre souveraineté, même en commençant de tout en bas, et on le verra avec le 1er message de cet Allo Tonton, mais juste en se disant: «OK, j'arrête de subir en fait. J'irai peut-être pas vite, mais faut se comparer qu'à soi-même», et quand je vois ce qu'on peut faire dans une vie, c'est énorme. Moi, j'ai l'impression que ça fait 18 ans que j'investis, j'ai passé, 14 ans à pas avoir de thunes quoi, à remettre chaque fois toute ma thune dans mes nouveaux invests, et j'avais jamais d'argent, j'avais jamais 100 balles pour aller au resto, pour faire des trucs, et ou en tout cas, j'avais le sentiment de jamais avoir 100 balles parce que tout repassait dans mes investissements à chaque fois, et puis un jour, on sort de cette partie flat, et là, voilà, on fait un arbitrage IMO, on encaisse une somme à 5 chiffres, bam, 70 000 € d'un coup. Alors quoi, on se dit: «Waouh, c'est incroyable», et petit à petit, on avance comme ça. Mais voilà, faites-y toujours attention. Il y a un mindset qui est victimaire, qui est dire: «C'est pas de ma faute, je suis mal né, je suis pas né dans la bonne famille, je suis pas né dans la bonne région, je suis pas né, riche, donc je vais rester pauvre toute ma vie», et de l'autre côté, il y a une philosophie qui dit: «OK, voilà, j'ai ces cartes-là, je suis né là où je suis né, j'ai pas tout choisi, j'ai peut-être pas les meilleures cartes, mais par contre, je suis responsable, je suis maître de mon destin, et si j'agis, si j'avance, je mettrai peut-être plus longtemps que les autres ou pas, mais au moins je peux m'améliorer, je peux améliorer ma condition». Et je préfère croire à ça, à ce mindset de tout est possible, du rêve américain. Je préfère croire à ça que de croire à c'est une impasse, je suis baisé et il m'arrivera jamais rien. Et je vous invite vraiment, à chaque fois que quelqu'un vous dira: «Mais c'est la faute des riches, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'évasion fiscale, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça». Chaque fois que quelqu'un dit: «C'est la faute des autres», un jour j'en rigolais avec mes enfants, je leur avais dit: «C'est interdit de dire: "C'est pas de ma faute". À la maison, on n'a pas le droit de dire: "C'est pas de ma faute". On doit dire: Je comprends quand on dit: «C'est pas de ma faute», mais par contre, d'agir, de faire quelque chose, c'est toujours ta responsabilité. Tu Peu importe ce qui t'est arrivé, tu peux choisir, toi, tu as ton libre arbitre. Tu peux choisir de je dis pas que c'est facile, et dans tous les cas, et tout le monde va me sortir une exception en disant: «Oui, mais si t'arrive ça, tonton, tu peux me dire que c'est ta responsabilité». Allez, dans 99 des cas, tu peux choisir de dire: «OK, voilà où j'en suis, mais je choisis de changer, je choisis de m'améliorer». Et là, on est dans la construction, on est en train d'avancer. On sort de cette idéologie mortifère qui nous amène qu'au déclin, et à la mort, à la tombe. Au contraire, on regarde que c'est d'être intimement convaincu que demain sera meilleur qu'hier. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, et je vous propose qu'on passe au podcast de la quinzaine.
Allô tonton numéro 12 et on va prendre tout de suite un premier message d'Abdoulaye qui va faire quand même écho à ce que j'ai dit. Abdoulaye il me dit: «Bonjour Tony, j'espère que tu vas bien. J'ai une proposition pour ton allô tonton. Imagine un monsieur qui a dépassé la quarantaine et qui aimerait investir dans l'immobilier, mais son dossier est rejeté par les banques car il a déjà 5 crédits à la consommation. Il est toujours en CDI et il aimerait bien sortir de cette routine boulot, métro, dodo. Disons qu'il a 65 000 € de dettes. Comment, selon toi, doit-il faire pour rembourser ses dettes très rapidement, maximum 2 ans, et se jeter dans la bataille de l'immobilier? Imagine le film, cordialement, Abdoulaye. J'ai l'impression, Abdoulaye, que c'est le truc, tu sais, c'est pour un pote. Imagine un monsieur. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui es dans cette situation ou si c'est un pote à toi, mais en tout cas, effectivement, c'est pas simple. Donc voilà ce que je conseillerais en tout cas à ce monsieur, on va dire que c'est ton pote, voilà ce que je conseillerais à ton pote. Donc si tu as 65 000 € de dette à 40 ans, c'est un sujet qu'on a vraiment traité en long, en large et en travers dans la formation Finance Perso Expert. Parce que, j'en parlais tout à l'heure, voilà, quand tu as ces cartes en main, c'est déjà pas facile de démarrer de zéro. Alors démarrer de moins que zéro, c'est vraiment pas évident. 65 000 € de dette à rembourser en 2 ans, ça fait 32 500 € par an, c'est à peu près 3 000 € par mois, un peu moins de 3 000 € par mois, 2005 €, 2500. Vouloir rembourser ça en 2 ans, ça me paraît compliqué. Pour une première chose, c'est que si ton pote il s'est mis dans cette spirale-là, c'est que déjà il y a un problème de mindset, de se mettre dans ses dettes. Est-ce que c'est un problème de crédit de conso? Est-ce qu'il a acheté beaucoup de trucs et que voilà, il a un problème de consommation? Il s'est acheté des voitures, des canapés, des conneries. Où là, il faut vraiment déjà changer son mindset, se documenter et comprendre qu'il va falloir changer quelque chose. Ou alors, est-ce qu'il a fait des mauvaises affaires? Est-ce qu'il a pris, je sais pas, un crédit conso pour investir dans un shitcoin sur la crypto, il a perdu son argent? Quelle est la cause? Comment on s'est mis dans cet état-là? Ça, c'est sans faire de la PNL, mais c'est trop de PNL, parce que c'est pas le but de ce podcast non plus, mais c'est d'aller identifier quelles ont été les causes, parce qu'il va falloir vraiment les comprendre et les traiter à la racine pour ne pas se remettre dans cette situation. Pour moi, la deuxième chose derrière, c'est de faire regrouper ses dettes. Donc là, il faut se mettre en commission de surendettement, je pense. En tout cas, alerter vraiment, demander de l'aide et essayer de faire regrouper cette dette et la faire étaler sur beaucoup plus longtemps. Parce que pour moi, quand on n'a pas été capable de mettre de l'argent de côté ou qu'on s'est endetté comme ça, la marche, elle est haute. Ça va être très compliqué. Et aller rembourser 2500 € par mois, je ne sais pas combien ton pote gagne en CDI, mais ça me paraît très compliqué. Donc, si par exemple, tu gagnes 2000 €, pour atteindre l'indépendance financière, je dis toujours qu'il faut mettre à peu près 20% de son salaire de côté, 20 à 25%. Donc mettre de côté 400 €. Là, l'idée, ça serait de toujours continuer à se payer malgré tout, pour s'encourager. Donc tu pourrais prendre 100 balles pour toi et 300 balles pour payer ta dette. Si tu payes 300 balles par mois, bah, ça fait 3000 € par an, tu vas mettre 20 ans à rembourser ça. C'est dur, mais ça ne veut pas dire que tu mettras 20 ans. Ça veut dire qu'au début, il faut juste étaler cette dette sur le temps le plus long possible pour juste que tu retrouves de l'air. Faire regrouper cette dette pour pas que les intérêts s'accumulent trop, pour les maintenir contenus et faire étaler cette dette sur le plus long possible pour que ça te donne de l'air et que tu puisses commencer à retrouver une bonne hygiène financière et à te payer en premier. Donc tu gagnerais 2000 €, 20% de côté, ça fait 400 €. On consacre 300 balles au remboursement de la dette, 100 balles pour toi. Et là, tu t'ouvres un PEA, tu commences à investir sur des ETF et tu auras vraiment l'impression de retrouver du plaisir à te payer en premier et à gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose à faire. C'est pour, tu vois, fermer le robinet, maîtriser la dette et maîtriser les intérêts. Ça, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose à faire derrière, c'est essayer de rembourser le plus vite possible. Et pour ça, il faut vendre toutes les conneries. Si ton pote avait acheté une voiture, il a acheté un canapé, une PlayStation, une télé, un home cinéma, c'est d'essayer de récolter le plus d'argent possible pour rembourser en anticipé cette dette. Si, je sais pas, il y avait une voiture, bah, c'est une voiture à 30 000 € là-dedans, c'est essayer de la vendre, même si tu la vends que 25 000 ou 22 000 €, et tu vas t'acheter la voiture la moins chère que tu trouves sur le bon coin à 1000 balles,
et tu roules avec ça et tu fais une priorité du remboursement de ta dette une fois que tu l'as étalée et qu'elle est maîtrisée, pour moi. Et ensuite, en parallèle, une fois que ta dette, elle commence à se réduire, qu'elle est maîtrisée, là, c'est commencer à te former. Pourquoi pas te former en immobilier, dans un premier temps sur l'immobilier locatif, par exemple. Je sais que tu ne pourras pas emprunter tout de suite. Mais pourquoi pas te former en agent immobilier et faire ça en side business à côté, démarrer un side business pour que tu puisses gagner un peu plus d'argent et rembourser plus vite ta dette. Si tu fais un side business d'agent immobilier, que tu exerces en micro-entreprise, par exemple, il suffit que tu fasses 2 ventes dans l'année où tu fais 2 mandats à 8 000 € ou 10 000 €. Une fois que tu as payé tes impôts, tu auras fait 15 000 balles, c'est toujours 15 000 balles que tu pourras rembourser en plus. Donc voilà ce que je ferais, vraiment. La première chose, pour résumer, c'est identifier comment t'en es arrivé là, pour le comprendre et pas te remettre là-dedans. Renégocier ta dette sur la durée la plus longue possible. Commencer à te payer en premier. Vendre tout ce que tu peux pour rembourser. Et ensuite, te former, acquérir une nouvelle compétence pour démarrer un side business à côté de ton CDI. Surtout, ne lâche pas ton CDI. Pourquoi pas aussi demander une augmentation. Mais pour commencer à faire plus d'argent pour rembourser. Et crois-moi, quand tu auras remboursé ça, tu auras déjà commencé à investir à côté parce que tu auras mis ces 100 balles par mois sur ton PEA, par exemple. Tu auras acquis des compétences qui t'auront permis de rembourser cette dette et tu seras un nouvel homme. Quand tu as dépassé la quarantaine, tu es qu'au milieu de ta vie professionnelle, donc tu as encore énormément à faire. Donc voilà, Abdoulaye, ce que je peux te dire. On va prendre un deuxième message de Margot et Pierre-Antoine. Margot et Pierre-Antoine qui ont été des participants de la parenthèse indépendance que vous pouvez retrouver en podcast. Ils sont passés, nos châtelains, sur un podcast des Gentlemen Investisseurs. Et ils me disent « Bonjour tonton. Premièrement, on te souhaite un bon week-end de Pâques. » Et oui, j'ai reçu des questions il y a un petit moment maintenant. Plein d'excès et de bons moments partagés. On a effectivement une question devant nous à laquelle on aimerait ton avis. Nous avons trouvé un immeuble qui n'est pas à vendre, mais qu'on pourrait acheter 55 000 €, alors que sa valeur serait plutôt de 140 160 000 € immédiatement. Soit on fait une opération de marchand, achat 55 000 € plus 15 000 € de travaux immédiatement nécessaires pour la vente, et on vend 140 000 € net vendeur, on gagne 70 000 € tout de suite, le plus rapidement possible. Soit on achète 55 000 € et on fait 130 000 € de travaux, sachant qu'on en fait toujours une partie nous-mêmes pour baisser les coûts. Et on exploite 5 appartements pour des loyers estimés à 32 000 € par an. Il y a 23 000 € par an de cash flow, plus la capitalisation avec les intérêts. À la renta, on peut espérer revendre l'immeuble 350 000 € net vendeur d'ici 3 ans environ, soit 210 000 € sur 3 ans de détention avec 2 années d'exploitation. Notre objectif château, ils veulent acheter un château, nos châtelains, n'a pas changé et on se demande s'il est plus pertinent de faire gonfler notre patrimoine liquide immédiat ou de faire gonfler les rentes avec possibilité de revente concrétisée ou non. De plus, comme on fait toujours une partie des travaux, ce choix implique un gros investissement en temps et en énergie de notre part. Je suppose que tu auras beaucoup de questions à traiter, mais je tente ma chance quand même. Bon podcast, Margot et Pierre-Antoine. Donc merci à vous deux, les amis, pour votre message. Donc c'est toujours le dilemme entre l'argent tout de suite, le cash, ou la rente. Et un bon marchand de biens qui se respecte est toujours, le plus souvent, structuré de la sorte. Il a sa société holding au-dessus. En dessous, il a une société de marchand de biens. Et de l'autre côté, une société foncière. Et il va toujours faire croître, en général, les deux en même temps. Avoir sa société de marchand pour faire du cash. Et de l'autre côté, une société foncière pour apporter de la rente. Moi, je sais que aujourd'hui, je privilégie les deux, j'ai besoin des deux, c'est important d'avoir les deux, d'avoir d'un côté de la rente et de l'autre côté du cash. Donc là, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que l'emplacement, par exemple, il est premium? Moi, c'est vraiment un truc qui me vient en marchant quand, parce que je visite toujours avec mes deux casquettes. Et là, récemment, on a visité un immeuble où je vais te donner un exemple qui va te parler, où l'emplacement est vraiment premium. Et je me dis, est-ce que cet immeuble-là, j'ai envie de gagner de l'argent tout de suite? Donc là, sur le coup, on gagnait 70 000 € si on le vendait d'un seul coup. Ou alors, est-ce que je veux le garder dans mon patrimoine et faire de la rente? Et là, en cash flow, il y avait 700 € par mois de cash flow. Et finalement, sur cet immeuble-là, j'ai coupé la poire en deux parce qu'il y avait 6 lots. Il y avait un local commercial, un grand appartement et ensuite 4 petits appartements. Sur les petits appartements, j'ai pas mal de turnover. Donc, c'est pas les biens que j'ai envie de garder. Donc ceux-là, je les achète et je les revends immédiatement et j'ai fait 50 000 € de plus-value. Et ensuite, sur les 2 autres lots, je les ai achetés, je pense au prix, mais voilà,
relativement bon marché. Je pense qu'il y a 20 000 € de plus-value latente sur ces 2 lots. Et il me reste 400 € de cash flow sur ma société foncière. Donc là, tu vois, sur ce bien-là, j'ai gardé le meilleur des 2 mondes parce que l'emplacement était super pour le local commercial, pour l'appart, mais je voulais pas garder ces 2 petits lots. Et en fait, la question à se poser, c'est de quoi vous avez besoin le plus en ce moment? Est-ce que vous avez besoin de plus d'argent pour aller faire d'autres opérations, ou est-ce que vous avez besoin de rente pour vous sécuriser? Et dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix là-dessus. Il y a des choix d'opportunités qui peuvent être plus intéressants. C'est pour ça, donc, je vais vous en parler parce que je suis en train de plancher sur ma formation arbitrage de patrimoine. Et j'essaye d'en faire une par an sur une vie de liberté. Là, ça serait comme bourse exponentielle. C'est une formation qui est portée uniquement par mois. Et je voudrais la sortir à l'automne, enfin à la rentrée. Vous me direz si ça peut vous intéresser comme sujet. L'arbitrage de patrimoine, moi en tout cas, c'est un sujet qui me passionne. Et là, typiquement, si tu rentres 70 000 € tout de suite et que tu sais que tu as une opportunité, typiquement le bas de marché sur la crypto. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais la crypto, c'est cyclique. Et j'ai pas de boule de cristal, mais vraisemblablement, à mon avis, l'année 2026, on sera en bear market. Imagine, tu rentres 70 000 €, tu as forgé ta conviction sur Bitcoin, et là, je sais pas, imaginez qu'on ait un top à 150 000 $. Tu as l'opportunité l'année prochaine d'acheter du Bitcoin à 70 000. Jusqu'à présent, Bitcoin a toujours touché ses plus hauts. Si tu as une conviction qu'il y retournera, tu sais que dans les 3 ans, tu peux faire un x2 sur cet argent. Sans travaux, sans efforts, sans rien. Pourquoi pas? C'est toujours cette question d'opportunité, de regarder et de faire tourner son cash entre les différentes classes d'actifs. On en avait déjà parlé dans la formation Vision 360. Là, l'idée sur l'arbitrage, c'est d'aller encore plus loin. Pourquoi pas avoir la solution du milieu? Sur cet immeuble, garder que les lots qui sont vraiment les plus intéressants, ceux où tu auras le moins de turnover, le moins de, on va dire, qui vont te demander le moins de boulot, et vendre les autres, les plus petites surfaces, qui sont souvent celles où on va faire le plus de plus-value finalement sur les petites surfaces. Pourquoi pas vendre celles-là et faire un mix des deux et avoir une partie de rente, une partie de cash. Là où je serais prudent sur si vous faites de l'achat-revente, attention avec les travaux que vous allez faire, puisque en tant que marchand de biens, il vous faut des décennales. Donc, si vous faites les travaux vous-même, vous n'aurez pas de décennale là-dessus, et ça peut être très embêtant pour la suite. Et voilà, si vous faites vos travaux et que vous revendez derrière, assurez-vous quand même d'avoir une assurance ou de les faire avec une autre société, même si c'est une société que vous avez créée vous, une autre société où vous avez toutes vos assurances pour pas faire de bêtises. Maintenant, voilà, soit d'un côté, tu fais 70 000 € tout de suite, soit tu fais 210 000 € dans 3 ans. Les 2 cas sont très intéressants, hein. Donc, dis-toi qu'il y a pas une solution meilleure qu'une autre en soi. Il n'y a pas quelque chose d'évident. Ça va vraiment correspondre avec ce dont vous avez besoin. Si aujourd'hui, vous sentez que vous avez assez de rente pour vous sentir à l'aise, que vous êtes bien, que le futur ne vous stresse pas, que vous avez tous les mois vraiment l'esprit libre pour chercher des OP, pourquoi pas privilégier le cash tout de suite et pouvoir aller lever encore d'autres opérations, ainsi de suite, ou saisir des opportunités en bourse ou en crypto sur d'autres classes d'actifs, pourquoi pas. Si aujourd'hui le quotidien vous stresse un peu et que vous êtes trop juste au quotidien, pourquoi pas aller chercher la rente, sachant que vous pourrez vendre dans les 3 ans et encaisser beaucoup plus. Donc voilà, c'est un peu une réponse de Normand quelque part, mais pour moi, faut toujours avoir un plan pour son argent. Ça sera le cœur de cette formation arbitrage de patrimoine. Ça sert à rien d'arbitrer un bien s'il n'y a pas de plan pour l'argent. Donc là, l'idée, c'est comme aux échecs, c'est d'avoir plusieurs coups d'avance. Si tu prends 70 000 tout de suite, c'est quoi le prochain coup? Est-ce que c'est de l'apport pour aller chercher plus loin? Est-ce que c'est pour saisir de la crypto en bear market, auquel cas il les faut maintenant et pas dans 3 ans? C'est vraiment ça la question. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question, les amis, et je vous remercie encore une fois. On a un nouveau message de Max. Max qui me dit: Hello tonton, je fais partie de la majorité silencieuse. Je profite de ce Allô tonton pour te témoigner ma reconnaissance. Ton contenu sur Une vie de liberté, les gentlemen investisseurs et Nouveau départ ont profondément changé mon état d'esprit. Ton parcours, tes conseils et tes podcasts m'ont aidé à surmonter des périodes difficiles. Tu es une véritable source de motivation et d'inspiration. Merci à toi Max, merci beaucoup, ça me touche. J'ai 30 ans et je suis investisseur immobilier depuis 2019, en location meublée et longue durée, et en bourse depuis 2015.
en mode Jean-Michel DCA. J'ai récemment réalisé une opération d'achat-revente sur ma RP, générant une belle plus-value que je souhaite réinvestir en locatif pour profiter de l'effet de levier, puis m'orienter vers du financier à horizon de 10 ans. Aujourd'hui, je rencontre un doute concernant un nouveau projet. En 2024, mon Dieu, Anthony. En 2024, j'ai acquis un terrain de lotissement en Bretagne pour y construire une RP destinée à être vendue après 2-3 ans. Objectif, générer une plus-value car le terrain était bien acheté. Bien que l'emplacement et la qualité de construction soient des atouts, une maison voisine construite en limite de propriété, mur imposant mais sans perte de luminosité, me fait craindre un impact à la revente. Malgré une plus-value actuelle estimée à 15%, fourchette plutôt basse par rapport à certains biens à vendre sur le secteur, ce vis-à-vis occupe beaucoup mon esprit et génère des doutes. Ai-je fait le bon choix? Est-ce que je me suis trompé? D'une certaine manière, je me dis que même si j'ai fait une erreur, c'est une expérience et c'est comme cela que l'on gagne justement de l'expérience. Quel investisseur n'a pas fait de mauvais choix ou erreurs? Et d'un autre côté, je crains que je sois en train de me rassurer sur ce projet en me disant cela. Lors de l'achat du terrain, j'étais totalement conscient des avantages et inconvénients d'une maison située en lotissement, mais l'objectif de ce projet a toujours été de revendre ce bien pour profiter de la niche d'exonération de l'impôt sur la plus-value sur la RP. Comment dépasser cette peur et prendre du recul pour aborder ce projet plus sereinement? Merci d'avance pour ton aide et tes précieux conseils. PS, Chemin pour devenir grand fait partie des bouquins préférés de mon fils. Merci beaucoup à toi. Chemin pour devenir grand, notre livre de mindset pour enfants, est toujours disponible, bien entendu, sur la boutique. Donc www.abinvest.net. Merci à toi, Max, pour ton message. Alors, de ce que je comprends, ta maison, aujourd'hui, n'est pas construite. Si tu as acquis ce terrain en 2024 pour y construire une ERP destinée à être revendue, j'ai l'impression que tu n'as pas encore fait construire la maison. Donc ça, c'est là où j'ai du mal à comprendre, où je ne suis pas certain dans ton message. Mais pour moi, la maison n'est pas encore construite. Donc, c'est là où il faut se poser la question, est-ce que tu as acquis ce terrain à bon prix? Parce que l'idée, c'est maintenant d'aller chercher tes réponses, parce que tu vas pas passer ta vie à stresser pour ça. Donc moi, ce que je ferais, quand j'ai besoin d'aller chercher mes réponses, j'appelle une copine agent IMO, un copain agent IMO, je les fais venir et je leur pose la question, je leur dis, voilà, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai mon avis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc, il faut peut-être mieux se dire, ok, je revends le terrain avec un permis de construire et j'abandonne ce projet, je vais voir ailleurs. Parce que cette maison, elle était peut-être, si tu as acheté en lotissement, est-ce qu'elle était construite au moment où tu as acheté? Est-ce que tu avais pu consulter le permis? Est-ce que tu t'étais rendu compte de ça? Ensuite, dis-toi que quelqu'un qui achète en lotissement, il sait qu'il y a aussi de la promiscuité, quand même, par rapport à un terrain qui serait isolé. Mais bon, il faut quand même avoir ça en tête. Moi, ce que je ferais, vraiment, c'est que je prendrais rendez-vous avec des agents IMO pour aller chercher mes réponses. Et si les agents IMO te disent « Ok, l'emplacement est pas fou, effectivement, la maison à côté est vraiment imposante, ça va être compliqué avec ton projet de revendre ou ça va faire peur aux gens, ou alors ça se revendra mais vraiment à un prix beaucoup plus faible parce que la maison est trop grosse et ça fonctionnera pas », il vaut peut-être mieux revendre ton terrain immédiatement et ne pas aller investir des centaines de milliers d'euros de plus et de payer pour voir. Sachant que cette maison, si tu veux la faire en RP, il va falloir que tu ailles l'habiter aussi. Est-ce que tu as envie d'aller habiter là-bas avec cette grosse maison à côté? Voilà ce que je ferais, parce que si tu veux, il faut éviter le suraccident. Là, aujourd'hui, peut-être que tu as fait une erreur en achetant ce terrain. Maintenant, est-ce qu'il faut que tu ailles te punir jusqu'à faire la maison et jusqu'à aller l'habiter plusieurs années pour vraiment te dire je vais jusqu'au bout de ma connerie, quoi? Est-ce qu'il vaut mieux pas dire je revends ce terrain maintenant, quitte à perdre 5 000, 10 000 euros maintenant, plutôt que de consacrer 2 ans de travail plus aller habiter là-bas pour finalement finir par perdre 5 000 ou 10 000 euros, ou même peut-être gagner in fine 10 000 balles, tu vois, et te perdre ce choix d'opportunité. Je te dis ça parce que quand moi j'ai fait ma plus belle connerie immobilière, qui était ma toute première, qui était mon premier immeuble à Saint-Étienne, si j'étais en SCI avec 2 autres personnes et j'aurais aimé revendre tout de suite. Et si j'avais revendu tout de suite, je pense que j'aurais perdu au moins 40 000 euros immédiatement. Donc on était 3, donc ça faisait 13 000 euros chacun. Je pense qu'il aurait mieux valu que je me punisse tout de suite de 13 000 euros pour aller faire d'autres choses plutôt que de traîner cet immeuble pendant 12 ans, où à la fin, j'ai perdu quand même les 13 000 euros, je pense, sur les 12 ans où je l'ai gardé, et je me suis infligé toute cette gestion locative, tous ces maux de ventre. Vraiment, ce que j'ai vécu avec cet immeuble, je le souhaite à personne, quoi. Et bon, là, t'en es loin, hein.
Mais voilà ce que je ferais en tout cas, c'est toujours d'aller chercher ces réponses, d'aller voir la vérité en face. Et pour ça, tu as besoin de professionnels de l'immobilier, d'agents IMO, tu en fais venir 2, 3. Tu leur montres tes plans ou tu leur montres la maison si elle est faite. Je pense pas qu'elle soit faite. Et tu vas chercher tes réponses. Et après, tu pourras décider. J'ai le cas en ce moment, hein, je suis en train de vendre un de mes biens immobiliers qui est pas super rentable. Et je me disais, bah voilà, si j'arrive à en tirer tel prix, je le vends. Mais aujourd'hui, je me tâte toujours, je sais pas vraiment ce que ça vaut et je me pose la question et en fait, bah, je vais aller chercher mes réponses et là, je prends rendez-vous avec, une copine qui est agent IMO qui va me faire une estimation et au moins, bah, j'aurai toutes les cartes en main, pardon, pour me décider. Donc voilà ce que je peux te dire, mon petit Max, pour ta question. On a un message de Damien. Damien qui me dit: Bonsoir Tony, merci pour ton podcast Une vie de liberté que je suis assidûment depuis 1 an et j'ai pris le temps de découvrir les enregistrements antérieurs. Dis donc, t'as dû te faire un bon marathon. J'écoute aussi le podcast des Gentlemen Investisseurs. Tu as évoqué que tu avais fait de la location courte durée. Je suis en train de me lancer sur ce mode d'exploitation avec une conciergerie. Je voulais savoir quel bilan tu faisais de ton expérience LCD. Évidemment, il s'agit d'un retour d'expérience, peu importe si c'est en propre ou en conciergerie. Donc il y a 2 questions. Je vais répondre déjà sur la première. Le bilan que j'en fais. J'ai eu 3 LCD. J'ai eu, d'abord ma maison de vacances, ma maison du sud en LCD où, j'en ai gardé un bilan mitigé parce que, ça se louait très bien. J'ai fait des gros chiffres. J'ai bien gagné sur cette maison. Par contre, c'était quand même la maison de mes rêves, un de mes premiers investissements immobiliers. Ça symbolise aussi toute la rat race dans laquelle je m'étais foutu à l'époque et dès que j'ai eu des dégradations, j'ai eu des maux de ventre sur cette maison parce que, bah, voilà, quand tu as dessiné toi-même les plans, quand tu as choisi chaque couleur pour les chambres, quand tu as des tableaux, c'était pas un Airbnb, hein, c'était ma maison de vacances que je mettais en Airbnb quand j'étais pas là. Donc tu as tous tes effets personnels, tu as tes photos, tu vois, dans cette maison, on était vraiment dans le typique Airbnb de l'esprit dans lequel a été créé Airbnb, où tu mettais ta maison. Moi, c'était bien précisé dans l'annonce. Et quand tu vois qu'il y a eu des dégradations, des murs tachés, des saloperies, et que tu as toutes tes photos, tout est bien, c'était émotionnellement très compliqué. Ça s'est soldé par le jour où ils m'ont tiré un feu d'artifice par la fenêtre et où j'ai dit: «Stop, j'arrête». Ensuite, j'ai eu une autre LCD dans ma ville ou un petit appart vraiment spécialement dédié à la LCD où là, par contre, j'en tire une super expérience parce que c'était ultra, ultra rentable. Petit appartement, 395 € de crédit pour 1 500 € de rentrée locative qu'on gérait avec la méthode Starter Cash, hein, la formation de Yann. Donc super expérience, on a vraiment beaucoup gagné. On avait entre 300 les mauvais mois et 500 € de cash flow sur cet appartement, donc au moins 400 balles de cash flow. Autant te dire que tu as 10 appartes comme ça, tu te mets très très bien. Et ça, c'est comme ça, si je devais faire de la LCD, c'est comme ça que je ferais aujourd'hui. Et la dernière où on a un bilan un peu mitigé, c'est sur notre Airbnb Escape Game, où on pensait faire des plus gros chiffres que ça. Et aujourd'hui, c'est à l'équilibre. Et voilà, on se pose aussi la question de savoir, est-ce qu'on l'exploite en Airbnb classique? Est-ce qu'on continue les parties d'escape game? Est-ce qu'on fait un mix entre les deux? Parce que c'est rentable, mais tout juste. Ça n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Donc sur la LCD à thème, ce qui nous manque, c'est d'avoir un vrai influenceur pour pousser le truc ou alors un vrai Instagram et de le pousser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où j'en suis dans ma carrière d'investisseur, j'ai plus le temps, ni l'envie, ni l'énergie de faire ça. Donc, la LCD, c'est super quand on se lance, quand on a bien avancé, qu'on en a plusieurs, que c'est bien automatisé, c'est vraiment bien. Voilà, si j'en avais encore, je l'aurais mis en conciergerie. Et l'appartement qui marchait super bien, qu'on avait, qui était au top, on l'a arrêté parce qu'on a eu des problèmes avec la copro. Et moi, la personne qui me l'avait vendu faisait déjà du Airbnb et a toujours des biens dans la copro, mais le règlement de copro était un peu litigieux, pas ultra bien rédigé. Et voilà, il y a 2 choses qui se contredisent, donc si on veut savoir le fond du truc, faut aller au procès et j'ai autre chose à foutre. Donc on a préféré le mettre en meublé à l'année. Ça se loue 450 €, moi j'ai 395 de crédit. On est à l'équilibre avec la taxe foncière, avec tout le reste. C'est un bien premium, un placement premium qui se loue bien.
Donc voilà comment j'ai géré le truc. Mais si je devais refaire de la LCD, je copierais ce modèle-là, en tout cas. Et aujourd'hui, je le mettrais mes biens en conciergerie parce que, vu mon rythme de travail actuel, je sais que ma plus-value, elle est sur le marchand de biens, faire ces podcasts, mes événements, c'est ça qui me plaît le plus dans ma vie, partir en voyage avec des investisseurs, partager et faire du marchand de biens et après avoir du temps dans mes journées pour me former sur des sujets qui me passionnent, sur l'investissement, l'arbitrage de patrimoine, la bourse, la crypto. Voilà où est ma plus-value. Plutôt que gérer les entrées-sorties de LCD, voilà, ce sera moins mon truc. Et Damien qui me dit aussi, j'ai une autre question, je souhaiterais me lancer dans une activité de marchand de biens et je souhaite me former avant de me lancer. Je voudrais savoir, avant de te lancer, comment tu as préparé ta bascule d'investisseur locatif à marchand de biens. J'ai fait 3 opérations de construction de villas en constructeur de maisons individuelles avant de les revendre. C'était avant la hausse des matériaux de 2022. D'après toi, quels éléments faut-il mettre en place pour réussir dans l'activité de marchand de biens? Bien cordialement, Damien. Je sais pas s'il n'y a pas une formation qui sort dans 15 jours, là, le 13 juin, sur le marchand de biens, où tu vas justement pouvoir avoir toute notre expérience. Mais blague à part, comment j'ai fait moi quand je me suis lancé? Ce métier, je l'ai découvert au travers de mes clients. À l'époque, j'étais entrepreneur de travaux publics et mes clients étaient aménageurs lotisseurs. Donc moi, je suis rentré dans le marchand de biens par le côté aménageur lotisseur division foncière. Et ensuite, quand c'est devenu un peu plus compliqué, la maison individuelle à partir de 2023, j'ai bifurqué aussi sur le marchand de biens et aujourd'hui, là, au moment où je te parle, j'ai 6 opérations. J'ai 3 opérations de pur marchand de biens et j'ai 3 OP de division foncière, dont un lotissement de silo et 2 détachements parcellaires. Enfin, un détachement parcellaire et un achat-revente de terrain, juste une division en 2. Mais donc j'ai démarré par ce côté-là. Et à l'époque, j'étais entrepreneur de TP et mes clients étaient ces aménageurs fonciers et tout simplement, je leur ai demandé de m'aider et j'en ai 3 et notamment un beaucoup qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris un peu, tout ce qu'il savait. Donc voilà comment j'ai démarré. J'ai appris comme ça et ensuite je me suis lancé et j'ai finalement appris sur le tas. Donc ce que je te conseillerais, moi, qui est le plus important, on en parlait dans le message de Pierre-Antoine et de Margot, c'est d'avoir des rentes à côté, d'avoir quand même de la rente de locatif. Ça va être très, très important que tu aies de la rente parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir l'esprit clair. Moi, aujourd'hui, en marchand de biens, que je fasse des OP ou que je fasse pas d'OP, ça me change pas mon rythme de vie, ça me change pas ma vie. J'ai toujours l'esprit libre parce que je sais que, comme dit mon pote Alex du Club des Rentiers, le frigo se remplit tout seul, si tu veux, avec les loyers et avec la bourse. Donc, je suis tranquille, je suis très serein. Et c'est ce qui me permet de faire des très bonnes affaires. Et on l'explique dans la formation, on l'expliquera au séminaire marchand de biens. Parfois, certaines OP, c'est comme d'aller pêcher du thon en mer avec du fil de pêche pour pêcher dans un étang. C'est-à-dire que si on arrive à bien épouser les mouvements du poisson, on peut arriver à le fatiguer et à le remonter. Mais si on tire trop fort ou qu'on fait n'importe quoi, le fil va casser. Et en marchand de biens, c'est ça. Tant qu'on n'est pas allé chez le notaire, que tout le monde n'a pas signé sur la petite tablette numérique et que le virement n'est pas fait, qu'on n'a pas l'oseille sur le compte, il peut se passer des dingueries jusqu'au dernier moment. Et donc, il faut avoir l'esprit libre, l'esprit froid pour gérer ces choses-là et pour soi-même ne pas s'entêter dans une opération qui ne va pas marcher et pouvoir dire à tout moment « Ok, c'est bon, là ça part en sucette, on n'arrive pas à vendre au prix ou alors il y a trop de travaux, on arrête ». Et si tu as absolument besoin d'argent, ça va pervertir ton esprit, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Cela va pervertir ton esprit. Ça va pervertir ton esprit et ça va te rajouter des filtres et tu seras tenté de mener des opérations qui n'en valent pas la peine jusqu'au bout. Donc, je te conseille d'avoir des rentes et une solide expérience du locatif. C'est-à-dire d'être allé plusieurs fois chez le notaire pour avoir acheté des biens, pour avoir revendu des biens. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait. Tu as déjà fait 3 opérations de construction de villa, donc c'est des choses que tu connais. Parce que voilà, se lancer, comme on voit dans toutes ces pubs en marchand de biens, sans expérience, sans salaire, sans argent, en slip, il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. C'est pas possible. Pour moi, le marchand de biens, c'est l'étape d'après quand même. Bien sûr qu'on trouvera des expériences de gens qui se sont lancés tout de suite en marchand, qui font pas de locatif, qui cartonnent. Mais pour moi, c'est les exceptions qui confirment la règle. Je pense que c'est bien d'avoir au moins 70 000 € devant soi en fonds de trésorerie. Nous, on s'est lancé avec ça avec Ben. Peut-être qu'on peut descendre jusqu'à 50 000, mais en dessous de ça, en apport, c'est quand même compliqué d'aller faire des affaires. Donc,
Voilà ce que je te conseillerais. Moi, je fais pas partie des gens qui te disent que tu peux le faire au SMIC et sans argent. Il vaut mieux être en CDI. Il vaut mieux quand même gagner correctement sa vie pour pas se mettre dans la merde. Il vaut mieux le démarrer en side business au départ pendant 1 an ou 2 pour voir si ça marche, avoir au moins 70 000 € devant soi. Donc forcément, on va vendre moins de formations, hein, mais c'est pas grave. Au moins, moi, mon but, c'est de former des marchands de biens, de partager ma passion. C'est pas de juste faire de l'argent avec une formation. Pour ça qu'on fait pas de pub. Autre que dans mon podcast qui est gratuit. Et la dernière chose que je te dirais, allez, l'avant-dernière, là, c'est déjà d'en avoir envie et d'aimer ça. Moi, j'adore ça. Tu vois, ce soir, je suis excité parce que j'ai repéré une affaire sur le Bon Coin et en plus, finalement, c'était avec un pote, 2 potes qui vendaient ça. Donc, c'est des gens que je connais finalement qui vendent ce bien-là. Donc, c'est quasiment du off-market. J'ai déjà gagné 10% du prix parce que 7 ou 8% du prix parce que j'ai fait sauter la commission d'agent IMO. Et c'est déjà rentable sur le papier et je pense qu'il y a une affaire à faire. Donc, tu vois, je suis excité d'aller visiter, je suis content parce que j'aime ça. Et c'est ce que je te conseille par-dessus tout, c'est d'en avoir envie et d'aimer ça. Le marchand de biens, c'est quelque chose où il y a pas d'école pour faire ça. Faut avoir des compétences faut avoir une intelligence relationnelle pour la négociation. Faut avoir un petit bagage technique pour comprendre les travaux. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir fait du locatif des travaux. Faut avoir une intelligence sociale pour discuter avec les agents IMO, avec tes clients. Et faut ça, 1, 2, 3. Je commence à bégayer après 1 heure et demie de podcast. Faut savoir parler sans bégayer. Non, il faut savoir s'intéresser à la technique, il faut savoir lire un PLU. C'est plein de toutes petites choses qui sont pas compliquées, qui s'apprennent, mais il faut en avoir envie et il faut aimer ça. Donc voilà ce que je te dirais. Et la dernière chose, faut te former avec nous. J'en rajoute une petite couche quand même. Merci en tout cas, merci à toi Damien pour ton message. On va prendre un message de Fabien. Fabien qui me dit « Salut tonton, suite à ta demande Allô tonton, je souhaiterais avoir tes conseils et ton avis sur ma situation. On a déjà échangé quelques fois par email pour résumer mes 2 dernières années et je t'évite l'archéologie de nos échanges. J'ai une nouvelle RP avec une très grosse mensualité, j'ai fait un burn-out à la fin de 10 ans de société, j'ai changé de travail et je me suis fait licencier. Suite à ce licenciement, je décide de devenir marchand de biens et France Travail me finance 5 sessions de formation. Je crée ma société de marchand de biens, je fais une première opération finalisée en 3 mois, c'est un appartement sans travaux, et là je suis sous compromis pour une division parcellaire. Durant ces étapes, d'importants moments de doute et de remise en question sur tout. C'est difficile pour moi de mettre des mots dessus et c'est même difficile d'en parler. J'ai très peu de moments de liberté d'esprit où je me sens heureux, cette fameuse liberté dont tu nous parles si souvent. Elle paraît à la fois si proche et si lointaine, et en plus la solitude de ce métier n'aide pas. Je ne me sens jamais en congé, mais à côté je subis mes vacances. Jouer avec ses enfants mais ne pas vraiment vivre ce moment, regarder sa vie passer mais se sentir passif. L'aspect financier que je vois se réduire n'ayant plus de revenus chaque mois, je regarde ce prévisionnel qui se réduit et l'idée de retravailler peut-être me stresse, et surtout comment retravailler après 2 ans sans avoir travaillé dans mon ancien domaine qui était l'informatique. Je passe par des phases où je carbure professionnellement dans ma routine à des moments où je veux tout arrêter. Mon kiff, le sport, le VTT, le fitness, mais pendant ces périodes, je m'interdis même d'en faire suite à une mauvaise nouvelle ou simplement que quelque chose ne va pas dans le bon sens. Après avoir expérimenté PNL, hypnose et maintenant psy, je me dis que pendant 2 ans, je n'arrive pas à en sortir. Je sais que ça fait beaucoup en 2 ans, certains auraient lâché, mais mentalement c'est dur. Ces montagnes russes me fatiguent et je pense fatiguent mes proches. Merci d'avoir pris du temps. Des fois, je rêve d'un podcast avec vous quand je serai heureux pour démontrer que rien n'est impossible ou simplement une bouffe comme au Lion Rouge. Suite à ce long discours, quelles actions ferait le grand sage tonton à ma place afin d'éviter ces pics? J'ai arrêté mon dessert depuis 1 an alors que mes livrets sont encore bien remplis, mais je me dis qu'en cas de coup dur ou besoin de trésorerie pour la société, je peux piocher dedans. Bref, je me perds un peu. Merci à toi, tu es une grande source d'inspiration. Peu de personnes connaissent mes problèmes, alors si tu en parles dans le podcast, merci de faire en sorte qu'on ne me reconnaisse pas, je te fais confiance. Belle semaine, cordialement, Fabien. Donc Fabien, c'est un nom d'emprunt, bien entendu. Ok, mon petit Fab. Oh là, je, je compatis avec toi. Je te rejoins parce que tu le sais, si tu écoutes Une vie de liberté depuis un petit moment, tu sais que je suis un petit peu passé par là, à un moment où le parcours, pour moi,
a été, j'aime pas dire tellement difficile parce qu'il y a des gens qui ont vécu bien pire que moi. Mais encore une fois, on est chacun face à ses sentiments, chacun face à la façon dont on les vit. Et pour moi, à cette époque-là, c'était très dur. Mais cette indépendance financière, j'en ai beaucoup parlé sur Une vie de liberté, elle m'a coûté beaucoup au fil du temps, et comme toi, tu vois les mêmes choses, des burn-out, des changements de travail et au final, j'avais réussi à atteindre l'indépendance financière, le marchand de biens fonctionnait mais j'arrivais pas à kiffer. J'arrivais pas à me lâcher, j'arrivais pas à me reposer et à profiter de ce que j'avais, à vivre un peu ce moment présent. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe aussi pour toi. Et tu me dis que tu as fait de la PNL, alors je sais pas de la façon dont tu l'as fait, mais nous, ce qu'on fait, il y a des outils PNL, il y a des outils psy, il y a plein de choses là-dedans. Mais la base de tout ça, c'est de dire que ton ressenti, ce que tu ressens aujourd'hui, en ce moment, ça dépend pas de la situation en elle-même, de la situation que tu vis, mais de ta perception de la situation. Moi, je connais des marchands de biens qui ont plein de rentes et qui font du marchand, ça marche, ils seront jamais heureux. Et j'en connais d'autres qui tirent la chandelle par les deux bouts entre deux OP et qui sont gais comme des pinsons. Et pourtant, ils vivent une réalité qui est, qui est différente, qui en stresserait l'un et l'autre. Et pourtant, une situation qui serait stressante pour moi, eux, ils la vivent super bien et ils vivraient sûrement encore mieux la situation où tout se passe bien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ta situation, ton ressenti, pardon, ne dépend pas de la situation en elle-même, mais de ta perception de la situation. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, peu importe où on te mettra, tu seras malheureux en fait, parce que tu vois malheureusement le verre à moitié vide et tu n'arrives pas à voir le verre à moitié plein. Donc ça on va dénouer la pelote de laine ensemble, hein. Il y a tellement de choses à voir dans ton message. La première chose que je veux te demander, c'est est-ce que tu as suffisamment assuré tes arrières avant de faire cette activité? Ça, c'est quelque chose de un peu plus factuel, mais je veux dire par là, est-ce que tu as quelques rentes derrière toi? Est-ce que tu as quelques rentes de locatif? Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le marchand de biens un métier où on est payé au coup par coup. Tu peux faire une opération, 2 opérations, 3 opérations par an. Tu vas être payé 1 fois, 2 fois ou 3 fois dans l'année un gros montant et c'est à toi d'être à l'aise avec ça. Moi, je sais que pour moi, ça reste très difficile si j'avais aucune rente parce que des fois, tu as une rentrée, là, tu vois, ça m'est arrivé 2 fois cette année où, des ventes sont décalées, une d'un mois et l'autre d'un mois et demi. Donc tu t'attends à avoir ton argent et finalement au dernier moment, tu la prends la veille, hein, ça sera décalé d'un mois. Donc, si tu as pas de rente à côté, ça peut être extrêmement stressant. Donc ça, c'est factuel et c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que tu as quelques rentes à côté? Parce que c'est un métier qu'on vit bien mieux quand on a de la rente à côté. Ça ne veut pas dire qu'on peut le vivre bien à tous les coups, hein. Encore une fois, ton ressenti ne dépend pas de cette situation elle-même, mais de ta perception de ça. Il y a des gens pour qui 5 000 € par mois, c'est pas assez, 10 000 € par mois, c'est pas assez. Et quand on est là-dedans, dans ce mindset-là, c'est dangereux aussi parce que finalement, on se rend compte que c'est jamais assez. Donc, ma première question, c'est ça. La deuxième, c'est si tu l'as pas prévu et que tu dois retourner travailler, est-ce que c'est vraiment une honte de retourner travailler? Et est-ce que c'est grave? Moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est pas grave du tout. Au contraire, tu peux être fier d'avoir essayé, tu peux être fier d'avoir avancé. Et quand tu me dis comment retravailler, il y a plein de solutions. Tu peux retourner dans l'informatique et continuer le marchand de biens à côté pour muscler ton jeu. Et ça fait aussi partie du processus. C'est pas grave de pas y arriver. Regarde, moi, mon boulot dans les travaux publics, j'aurais aimé l'arrêter au bout de 6 ans. Finalement, je me suis cogné le truc pendant 12 ans. Alors que, je dis toujours dans l'intro du podcast, j'ai atteint mon indépendance financière en 2018. C'est pas vrai, je l'ai même atteint en 2016. Et je lâche mon boulot fin 2018. Je tiens 3 ans de plus. Quand je dis c'est pas vrai, c'est dans le début, je dis depuis 2018 parce que j'ai lâché mon boulot en 2018. Mais mon indépendance financière en elle-même, je l'atteins même fin 2015, début 2016. Et je continue cet ancien boulot. Donc, c'est pas grave de devoir y retourner. Et moi, demain, on sait jamais. S'il m'arrive quelque chose et que je perdais mon patrimoine, je retournerai bosser. Aujourd'hui, ce que je possède me simplifie la vie, mais ça me définit pas. Et si un jour il faut que je retourne travailler, je ferai en sorte que ça dure pas parce que je pense que je suis pas quelqu'un qui serait heureux avec un patron. Mais s'il faut y retourner, j'y retourne. Ça fera juste partie du processus. Je me dis, OK, je me laisse 2 ans avec un CDI pour avoir des revenus réguliers pour me refaire la cerise. Et puis, entre-temps, je prends par exemple des mandats d'agent IMO pour faire un peu de cash à côté. Je commence à chercher des OP de marchand pour faire du marchand à côté. Et puis, dès que j'ai musclé mon jeu et dès que j'ai refait des rentes, je vais acheter des appartements LCD, comme je disais tout à l'heure, pour me faire un peu de cash flow. Et dès que je sens que je suis prêt, j'y retourne. C'est pas grave. Maintenant, si ton ancien boulot te rendait malade, tu peux aussi très bien aller travailler
chez un promoteur immobilier, chez un marchand de biens. Et là, tu vas joindre l'utile à l'agréable. Tu vas apprendre des choses qui te serviront pour ton métier. Donc ça, c'est important. Ce qui serait grave pour moi, ce serait de ne pas avoir essayé. Donc ça, c'est les premières choses que je peux te dire. Maintenant, une autre chose, c'est si aujourd'hui, tu n'arrives pas à être heureux, rappelle-toi, je ne sais pas si tu as fait de la PNL avec nous sur Nouveau Départ, ou si dans ce que tu as fait en PNL, il y a ça. Nous, c'est nos méthodes bien à nous. Mais j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast. Je ne vais pas tout rappeler là-dessus, mais rappelle-toi que au centre du triangle d'équilibre, on parle du triangle d'équilibre en PNL, avec tout en haut du triangle, c'est nos actions, notre cerveau. Sur une des pointes, c'est nos émotions, notre système limbique. Et sur la dernière pointe, c'est la communication avec son je. Et quand tout ça est bien fluide, ça veut dire que tout ce que tu ressens, tu l'accueilles. Tes actions, elles vont être en adéquation avec ce que tu ressens. La façon dont tu vas agir va être en adéquation avec tes émotions. Et du coup, chaque fois que tu agis en fonction de tes émotions et que tu les respectes, tu te respectes. Donc, tu as une bonne communication avec toi et tu as un triangle d'équilibre qui est bien fluide. Typiquement, si là tu ressens des choses négatives, tu les mets sous le tapis, forcément tu vas faire des actions qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que tu ressens. Donc, tu es en train de ne pas te respecter et là tu envoies des grands coups de couteau dans ta jarre de confiance et tu es en train de te saboter et c'est ce qui fait que on se sent pas légitime et qu'on perd confiance en soi. Donc, un triangle d'équilibre bien équilibré, au centre de ce triangle, il y a le tableau des besoins. Et justement, c'est ça qui va être ta boussole. Tu peux pas être heureux en tout temps et en tout instant si tu ne réponds pas à tes besoins. Et l'idée, ça va peut-être de commencer par là, recommencer par là. Je sais pas où, je disais où tu as fait ta PNL, mais notre approche, elle n'est pas uniquement PNL. Nous, c'est quelque chose de très pragmatique. Il y a de la PNL, il y a de l'analyse transactionnelle dedans, il y a des éléments de psychologie. Mais l'idée, c'est de recommencer par ce tableau des besoins et de se dire, OK, de quoi j'ai besoin pour être heureux dans toutes ces catégories. La première, c'est les besoins matériels, les besoins relationnels, les besoins intellectuels, les besoins spirituels, les besoins oniriques. Remettre tes besoins et regarder si aujourd'hui tu réponds à tes besoins et à quels besoins tu réponds plus. Et c'est là où, si tu réponds pas à tes besoins dans ta vie actuelle, tu perds du sens. Et c'est là où tu as l'impression de tourner en rond et d'être perdu, parce que tu as perdu du sens. Aujourd'hui, la question à te poser, c'est quel est le sens, quel sens tu donnes à ce que tu fais au quotidien? Est-ce que ce que tu fais au quotidien, ça te rend heureux? Et c'est là où ça va être vraiment très, très important. Parce que si tu donnes plus de sens à ce que tu fais, et si tu réponds plus à tes besoins, c'est là où je disais, ta communication avec ton je, elle est pas bonne, parce que tu ressens des émotions négatives, tu les écoutes pas, tu continues de persister dans quelque chose, et au final, t'envoies des mauvais messages, et c'est là où tu perds confiance en soi et tu perds ta légitimité. Et si je dois te donner un exemple, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé pour moi, cette légitimité, pour me sentir bien, moi. Et dans ma tête, tu vois, avant de faire ma première opération, je m'étais déjà dit que j'étais marchand de biens et que ça allait fonctionner. Et c'est ce qui m'aidait à m'offrir aussi cette légitimité pour donner du sens à tout ce que je faisais. Donc, tout va dépendre aussi de l'histoire que tu vas te raconter aujourd'hui et de la façon dont tu as envie de voir les choses. Mais tout commencera par là, par le triangle d'équilibre et le tableau des besoins. Donc, je t'invite vraiment à revenir à la base, re-remplir ton tableau des besoins et de voir de quoi tu as besoin pour être heureux. Et aujourd'hui, avec ce nouveau métier, est-ce que tu y réponds? Si tu sais que tu as besoin de sécurité, par exemple, pour être heureux, de stabilité financière, et que tu es dans un métier où les rentrées sont au coup par coup, tu réponds pas à tes besoins. C'est pour ça que tu stresses aussi, peut-être. Donc, tu as peut-être besoin d'ajouter de la rente pour avoir du revenu régulier. Est-ce que ça peut pas être une solution intermédiaire avec un job à mi-temps, par exemple? Tout n'est pas binaire, tout n'est pas 0 ou 1. Il y a plein de solutions entre tout ça. Ce que je peux aussi te dire, c'est fais attention à la double peine. Parce que si tu as eu une mauvaise nouvelle dans le boulot, tu as déjà été puni avec cette mauvaise nouvelle et avec cette situation que tu vas devoir gérer. Si derrière tu te dis, voilà, j'ai eu une merde, je vais pas au sport, tu es en train de te punir une deuxième fois. Tu te fais la double peine. Et ça, c'est pas bon du tout. Ta punition, tu l'as déjà eue. Voilà, tu l'as déjà eue. Il y a déjà une merde sur un de tes chantiers ou un truc qui se décale. Voilà, ta punition, entre guillemets, tu as compris ce que je veux dire, mais tu as déjà eu ta mauvaise nouvelle. Donc pourquoi te punir, pourquoi te flageller et d'aller te rajouter encore une sanction? Je vais pas au sport, j'en profite pas. Donc voilà ce que je peux te dire.
Et la dernière chose, c'est tu parles beaucoup de la solitude de ce métier et c'est sûr que dans le métier de marchand de biens, il y a beaucoup de solitude. Et on le voit beaucoup. Regarde Mika, notre pote avec qui on sort la formation marchand de biens. Il a acheté des locaux où il est avec un pote agent IMO, un pote gestionnaire de patrimoine et il a son bureau dans ses locaux pour être entouré tous les jours par des gens parce que c'est un métier où on peut se sentir très seul. Moi, c'est pour ça que je le fais avec Ben et je le dis sans problème. Si j'étais seul à faire ce métier, je pense pas que je le ferais parce que la pression peut être parfois grande. À la fois, les gains aussi sont immenses. Tu vas faire une opération, tu vas en gagner, je sais pas, 130 000 euros. Tu peux le raconter à personne si tu l'as gagné tout seul. Il y a peu de gens qui peuvent le comprendre et c'est des choses qui sont chouettes à vivre ensemble. Donc, moi, je t'invite vraiment à t'entourer dans ce métier. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu le vivras beaucoup mieux si tu te trouves ou un associé ponctuel, ou un pote qui va faire ce métier-là avec toi. Vraiment, pour moi, tu vivras tout ça beaucoup mieux et je t'invite vraiment, vraiment à t'entourer. Et aussi, alors, je sais que peut-être en ce moment, financièrement, t'as peut-être plutôt peur et c'est pas le moment de faire des dépenses, mais c'est peut-être le moment de venir en mastermind aussi et de t'entourer d'investisseurs, de pas rester dans ton coin. Tu vois, tu me dis que tu étais venu au Lion Rouge, bah, peut-être venir sur une semaine. Crois-moi, c'est game changer, ça change la vie, ça donne envie d'investir à deux parce que c'est un métier qui est vraiment beaucoup plus agréable à deux. Donc voilà mon petit Fabien, ce que je peux te dire, je compatis mais dans ce que tu vis en ce moment, dans ce que tu traverses, mais crois-moi, comme je le disais au départ, tu peux redevenir acteur. Tu peux sincèrement redevenir acteur. C'est la vérité. Tu peux choisir de voir le verre à moitié plein. Faut prendre la chose à la base, revenir vraiment au tout départ, au triangle d'équilibre, au tableau des besoins et construire petit à petit et te dire, OK, avec mon métier actuel, à quel besoin je réponds et à quel besoin je ne réponds pas. Et il faut que tu cherches des façons de répondre à ces besoins-là, peut-être en reprenant un boulot à plein temps, peut-être à mi-temps, peut-être en créant de la rente à côté, peut-être en trouvant un associé. Mais voilà, j'espère que je t'ai donné des pistes et j'attends impatiemment ton retour pour que tu me dises ce que tu en penses. Et on va prendre une dernière question de Vanessa. Vanessa qui me dit depuis que j'ai fait ta formation bourse, c'est génial, je ne regarde plus la bourse tous les 4 matins et je fais uniquement mes DCA. Par contre, j'entends parler d'ETF plus diversifiés, genre un ETF sur la Chine ou un ETF sur l'indice japonais sur le Nikkei. Pour le moment, je ne change rien, mais si un jour tu vas en faire un sujet de podcast, je sortirai grand mes oreilles. Encore merci et bon week-end. PS, qu'est-ce que j'ai rigolé que le podcast tournait dans le van. Oui, c'est vrai que sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs, on a tourné un podcast dans un van au kitesurf. Allez voir, c'est sur YouTube, c'est pépito. Donc merci beaucoup pour ton message, Vanessa. Donc, sur l'investissement en bourse et en ETF. Ça peut être tout un poème. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans mon chemin avec la bourse et avec les ETF, c'est que finalement, j'ai ouvert beaucoup de portes pour en refermer beaucoup et revenir vers quelque chose de plus essentiel et de finalement plus simple. Et je pense que c'est le parcours de beaucoup d'investisseurs, que ce soit en IMO, en bourse ou en crypto. En IMO, on va vouloir tout essayer, la coloc, la LCD, plein de choses. Et pour finalement, moi, aujourd'hui, je suis revenu à des choses beaucoup plus simples. Je fais de l'allocation nue à l'année dans mes SCI et de l'achat-revente. En crypto, on essaye tout, le minage de crypto-monnaie, le lending, le stacking. Et moi, au final, aujourd'hui, je suis devenu un Bitcoin maximaliste. Et voilà, je n'achète plus que du Bitcoin en DCA pour la plus grosse partie de mon portefeuille. Et j'essaye de surfer les cycles pour l'autre. J'ai un tout petit peu d'alt, mais enfin, ça reste vraiment extrêmement marginal. Et en bourse, bah, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai commencé par le stock picking, par choisir mes actions, à essayer de faire des coups, de faire un peu de trading, me casser la figure. Derrière, quand j'ai trouvé les ETF, j'ai commencé par un simple ETF Monde. Et puis derrière, je suis allé voir si je pouvais pas faire du S&P 500, du Nasdaq. Et derrière, pourquoi pas un indice sur les pays émergents, parce que quand ils émergent, je vais gagner plein de sous. Et finalement, j'ai ouvert plein de portes pour aujourd'hui revenir à quelque chose d'extrêmement simple, où je me suis posé la question et je me suis dit, qui tire la performance du monde entier, qui est le leader du monde? Et aujourd'hui, c'est toujours les États-Unis. Et je me dis, je préfère miser sur les leaders
plutôt que sur ceux qui pourraient le devenir dans le futur. J'ai bien le temps de changer mon fusil d'épaule le jour où ça changera. Mais aujourd'hui, toutes les plus grandes sociétés du monde, que ce soit Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Google, enfin, vous les connaissez toutes, elles sont aujourd'hui américaines et même que ce soit Coca-Cola, McDonald's, peu importe, elles sont américaines, elles vendent dans le monde entier, elles ont une diversification qui est à la fois géographique, puisque leurs succursales ou leurs clients sont dans le monde entier. Elles ont une diversification monétaire parce que il y a même des McDonald's au Japon, même McDo vend en yens, donc il y a une diversification qui est totale. Et l'indice monde en lui-même est composé à 70% des USA. Donc, soit on peut rester sur l'indice monde, qui est un tout petit peu moins volatile et peut-être un tout petit peu moins performant historiquement que le SP500, ou choisir d'investir sur le SP500. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Je fais uniquement mes DCA ETF sur le S&P 500. En tout cas, à 90%, et c'est ce que je conseille de faire, 90, même 95%, et je me garde 5% de ma poche bourse pour aller faire des expérimentations. Et c'est ce que je vous conseille finalement. Faut pas vous frustrer. Et Vanessa, je trouve que c'est super que tu t'y intéresses, que ça te plaise. Et si tu as envie de faire un ETF sur la Chine parce que tu as envie de prendre un pari sur BYD parce que leurs voitures, elles sont en train de cartonner, ou que tu as envie d'investir sur le Japon parce que tu vois une opportunité, franchement, ne te prive pas. Mais je pense qu'il faut toujours une stratégie core, comme on appelle core en anglais, hein, C-O-R-E, qui est le cœur du truc, où on va être à 90% en ETF SP500 ou ETF Monde. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ou on pourrait être pareil en crypto, 90% sur du Bitcoin, c'est mon avis, encore une fois. Et après, il faut pas se frustrer. Si avec les 10% qui restent, on a envie de prendre un pari même sur l'action BYD, pourquoi pas, ou qu'on a envie de prendre un pari sur une action blockchain en ce moment, ou qu'on a envie de prendre un pari sur un ETF chinois ou un ETF indien ou un ETF japonais, bah, il faut le faire, je pense, et se faire sa propre expérience. Voilà, on sait qu'on a assuré 90% du boulot, donc autant y aller. Maintenant, si on devait se concentrer uniquement sur l'efficacité, je pense que quand on met un simple DCA sur un ETF SP500, un simple DCA sur Bitcoin, on a fait 99,5-9% du travail et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais encore une fois, voilà, si on a envie de pouvoir faire ça bien, faut arriver à avoir ouvert toutes ces portes pour les refermer. Et pour vous faire gagner du temps, il y a toujours Bourse Exponentielle. La prenez pas tout de suite, elle sera en promo dans un mois et demi à moins 20% sûrement pour la petite promo qu'on fait au 15 juillet avant l'été. Mais je vous invite vraiment à vous former parce que on peut le résumer en disant un simple DCA sur un ETF SP500. Et on a résumé la formation. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'encore une fois, il faut savoir choisir le bon ETF pour les frais, il faut choisir la bonne enveloppe pour la fiscalité. Et bien entendu, il faut surtout c'est qu'une affaire de psychologie. Il y a un trader que j'aime beaucoup, parce que je suis aussi des comptes de trading, parce que c'est quelque chose qui me plaît, même si j'en fais pas. J'adore cette psychologie-là, qui est Rodolphe Stéphan, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant en trading, qui disait: tant qu'on n'a pas 500 000 euros investis sur un actif avec parfois des variations journalières de 25 000 euros par jour, on ne sait pas ce que c'est que sa psychologie en bourse. Et je le confirme parce que pour avoir des sommes investies en bourse plus importantes que celle-ci et avoir eu des mouvements sur mon portefeuille, des mouvements, j'ai eu déjà une journée avec un mouvement à 6 chiffres. Ouais, ça tape. Et tant que t'as pas vécu ces trucs-là, tu sais pas ce que c'est que ta psychologie en bourse. Alors, sans aller jusque-là, moi, je suis, en tout cas pour ce que dit Rodolphe Stéphan, sans aller jusque-là, mais tant que t'as pas eu, moi, je dis toujours, tant que t'as pas eu des variations journalières qui sont supérieures à ton salaire. Donc, si tu gagnes 2 000 euros par mois, et tant que ton compte de bourse n'a pas fait des variations journalières d'une journée qui sont supérieures à 2 000 euros par mois, je serais un peu plus light là-dessus. Tu sais pas vraiment ce que c'est, la psychologie. Parce que si tu as mis 10 000 euros en bourse et que ça bouge dans une journée de 100 ou 200 balles, des fois ça te fait chier, mais tu
ça n'éprouve pas ta psychologie à ce point-là. Mais quand tu as 100 000 euros et que tu as une journée à moins 3% et que tu as perdu 3 000 euros et que tu en gagnes 2005, là, ça t'éprouve vraiment. Et justement, la formation Bourse Exponentielle, elle explique tout ça, elle explique tous les leviers, les ressorts qu'il y a derrière tout ça pour vous aider à garder ce mindset, cette psychologie-là. Parce que ce qu'il y a de plus dur, c'est pas d'acheter le SP500 tous les mois en ETF. Ce qu'il y a de plus dur, c'est de le faire pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est là où on a les résultats. Donc voilà ma petite Vanessa, j'espère que j'aurai répondu à ton message. J'en ai terminé avec ce nouvel Allô Tonton. Franchement, j'ai passé un super podcast, j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous aura plu. On arrive déjà à la fin. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Je vais retourner surveiller mon chantier des bureaux pour qu'il soit prêt. Mais je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici là même dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.